Bonjour à tous. Bonjour. Nelly, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que nous vivons en mode cétogène de façon ininterrompue depuis 2013. Donc déjà, bonjour et bienvenue dans le Keto Journal, donc le journal du régime cétogène. Alors n'oubliez pas, je le dis tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Comme vous le savez, nous subissons un shadow ban absolument agressif de la part de YouTube et la seule façon de contourner, c'est de vous abonner à la chaîne parce que seules les personnes abonnées à la chaîne voient nos vidéos dans leur fil d'actualité YouTube. Je rappelle que nous ne sommes financés par absolument personne d'autre que nos clients. Ce sont les membres d'Eat Fat to Be Fit qui financent l'ensemble de notre travail. Nous n'avons aucun placement produit, aucun sponsoring, aucune publicité. Et notre chaîne YouTube est gratuite, c'est-à-dire non monétisée. C'est une des explications de pourquoi nous sommes bannis sur YouTube, puisque comme nous ne rapportons pas d'argent à YouTube, nous ne gagnons pas d'argent, nous sommes punis. On est punis. Donc, je rappelle juste ce point important qui est notre indépendance financière totale, puisque les seules personnes pour lesquelles nous travaillons, ce sont nos clients, et ce sont nos clients qui financent notre travail. Donc, nous avons une liberté d'expression totale. Nous sommes libres. Alors déjà, on peut peut-être faire, pendant qu'on est tous les deux et avant d'ouvrir le vrai journal et sur la partie numérique, on pourra peut-être faire un bilan justement du premier épisode, parce que clairement, on a eu un enthousiasme incroyable de votre part, tous les abonnés, et que ce soit en termes de likes, en termes de commentaires. Franchement, ça a été assez incroyable. Malheureusement, les outils statistiques qui sont à notre disposition, mis à notre disposition par YouTube, ont mis en évidence clairement qu'on a été largement shadowbanné. En d'autres termes, en fait, on a été matraqué par l'algorithme de YouTube malgré l'enthousiasme et on va dire le succès de la vidéo au sein de nos abonnés. Elle n'est absolument pas suggérée justement en dehors de ce cercle. Et voilà, donc on a toujours ce souci-là. Nous refusons de monétiser la chaîne YouTube parce que clairement nous sommes contre Google, contre YouTube, parce qu'aujourd'hui c'est un outil de propagande et de désinformation. Et YouTube nous le rend bien en nous sanctionnant directement. Donc quand on regarde les outils statistiques, on voit très bien que les gens qui sont abonnés à la chaîne voient les vidéos, ça tombe dans leur fil d'actualité, et les autres pas du tout. C'est-à-dire on voit que ça s'appelle une censure algorithmique. C'est un point extrêmement important parce que c'est ce qui empêche la vidéo d'être par exemple vue. Si vous cherchez avec des mots-clés de type keto, cétogène, témoignage cétogène ou un nom de maladie, etc., vous n'avez aucune chance de tomber sur nos vidéos. Et ça, on le sait exactement parce que nous avons les outils statistiques dans YouTube Studio, pour ceux qui connaissent. Et on voit très bien que c'est impossible par une recherche de tomber donc sur nos vidéos. Alors, on est très content du premier journal du régime cétogène. Et là, aujourd'hui, nous faisons le second. Mais nous nous laissons la possibilité de faire vraiment un bilan après ce deuxième pour savoir si nous en faisons un troisième. Parce que malheureusement, la censure algorithmique de YouTube, on ne pense pas trouver une solution pour la contourner. Non. Vos partages sont malheureusement pas assez nombreux, il n'y a pas assez de partages sur d'autres réseaux sociaux, sur Telegram, par messagerie privée, etc., pour contrebalancer cette censure algorithmique. Donc nous ferons un bilan après ce deuxième journal du régime cétogène pour voir si nous en faisons un troisième. Voilà. En attendant, pour ceux qui voudraient se lancer maintenant, on a mis en bas de description, bien entendu, le lien de notre guide de démarrage gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse de vous lancer ou juste de vous renseigner un peu plus avant de vous lancer. Et petit rappel utile, nous ne sommes pas des youtubeurs, nous faisons des vidéos qui sont d'abord sur notre site. Nous savons qu'à terme, de toute façon, notre chaîne YouTube sera fermée et censurée par YouTube parce que la censure est implacable. Donc notre travail est sur notre site. Je vois énormément de gens qui posent des questions en dessous de nos vidéos. Comme je l'ai expliqué dans toutes les vidéos, avec le commentaire qui est accroché en haut, nous ne pouvons pas répondre à vos commentaires puisque YouTube censure nos propres commentaires. Donc ça ne sert à rien de poser vraiment des questions en dessous. On ne peut pas y répondre. Notre travail est sur notre site, donc si vous voulez nous retrouver, c'est sur eatfattobefit.com. Il y a des centaines d'articles, les 66 leçons de la Céto Academy, etc. En dessous, chaque article, leçon, vidéo, vous posez autant de questions que vous voulez et j'y réponds très rapidement. Mais sur YouTube, malheureusement, je ne peux pas. Mais là, notre travail est clairement sur notre site et pas sur YouTube. Donc c'est là où nous retrouver si vous ne nous trouvez plus à un moment donné sur YouTube. Exactement. Et donc on va commencer sans attendre parce que je crois que le programme du deuxième épisode est très dense. Bien entendu, comme toujours, aussi en barre de description, vous aurez un article qui détaillera en fait tous les liens vers que ce soit les produits, les articles scientifiques, les recettes qu'on va évoquer. Donc tout sera dans un article référencé en barre de description
Vous aurez aussi bien entendu le chapitrage, donc le time codage, c'est-à-dire que vous pourrez trouver chaque partie, que ce soit pour Ulrich ou pour moi, un timecode. Si vous voulez aller directement ou retourner sur un point en particulier, c'est dans la barre de description. Et je rappelle juste que cette barre de description, parce que vous êtes nombreux à nous regarder sur vos smartphones, mais sur votre smartphone, ça ne se voit pas. Il faut ouvrir la barre de description. Ça ne sert à rien de nous poser 100 fois, 1000 fois la même question en dessous de nos vidéos, sachant que la réponse est déjà dans la barre de description. Typiquement, des liens pour les lunettes, les lunettes rouges pour se protéger de la lumière bleue, la bague Oura Ring, tous les articles cités, les autres sont déjà dans la barre de description des portraits keto, des plus de 100 vidéos qu'on a déjà postées. Tout est là. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, pour le journal, pour Keto, le journal du régime cétogène, il va y avoir qu'un seul lien qui va renvoyer sur un article sur notre site, pour la bonne et simple raison que la barre de description est limitée à 5000 caractères. Et c'est très peu, on ne peut pas tout mettre. Donc avec le chapitrage, ça prend déjà tout. Donc les liens seront finalement dans un article sur notre site. Accessible gratuitement. Accessible gratuitement. Vous avez toutes les références de ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, je vous laisse avec Ulrich. Et puis, je vous retrouve comme toujours en deuxième partie. À tout à l'heure. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première partie de Keto, le journal du régime cétogène. Alors, aujourd'hui, un programme dense. Je vais essayer de faire le plus bref et le plus court possible. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Alors, ma thématique du jour va tourner autour d'un point essentiel. Votre maladie rapporte énormément d'argent, parfois durant des décennies, alors que l'absence de maladie, c'est-à-dire votre parfaite santé, ne rapporte rien. Nous vivons bien dans un monde qui organise la maladie, donc qui rapporte vraiment gros, et non de la santé qui ne rapporte rien. Donc je sais que ça peut provoquer une certaine gêne de pouvoir dire ça, mais je peux vraiment l'argumenter et ça va être l'objet de ce Keto numéro 2, le journal du régime cétogène. Alors, dans notre petite communauté du régime cétogène anglophone, il y a eu un petit scandale ces derniers jours qui vient de la part de l'ADA. L'ADA, je rappelle en 2 mots que c'est l'association des diabétiques américains, grosse association très puissante. Donc, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, la petite communauté keto, parce qu'on n'est clairement pas nombreux face à ces grosses machines de la santé américaine, se sont enflammés après une publication, particulièrement sur Twitter, parce que c'est là que la petite guéguerre se passe, de l'ADA. Donc Stacy Krosik, comme vous pouvez le constater sur l'image qui s'affiche sur votre écran, qui est la nouvelle directrice en santé et nutrition pour l'ADA, comme vous pouvez aussi le constater, obèse elle-même, explique comment bien remplir son assiette quand on est diabétique de type 2, avec notamment dans son assiette un quart en aliments riches en glucides, c'est-à-dire riz, pâtes, pain. Je rappelle qu'elle est censée représenter une association qui défend les intérêts des diabétiques américains, qui sont des dizaines de millions. Voici ce qu'elle proclame quand même. Alors, c'est un vrai scandale. Ceci est au fond normal pour une personne ayant occupé pendant 7 ans le poste de directrice principale en nutrition chez Kellogg's Company. Alors je rappelle que les Américains sont très forts pour ça, avec des gens qui passent du privé au public, c'est-à-dire du privé avec des sociétés qui valent des milliards, qui font des milliards, avec des gens qui passent de ces entreprises aux autorités de contrôle, aux autorités de tutelle, et puis aussi des associations comme l'ADA, qui sont un peu entre le monde privé et le monde public, et donc qui font autorité. Donc quand l'ADA dit quelque chose, normalement c'est écouté, et cette personne passe d'une entreprise dont le business est de vendre massivement des glucides au même poste, mais dans une association dont le business est d'entretenir le diabète et non de lutter contre. Forcément, toute la communauté du keto est intervenue, avec en premier lieu Nina Teicholz, qui n'hésite pas à tirer sur tout ce qui bouge dans ce genre d'hérésie, et l'ADA, en mesure de rétorsion, qui confirme en dessous sa vidéo noir sur blanc que les glucides sont indispensables, en particulier pour l'énergie du cerveau. Alors, moi je possède des textbooks qui servent à la formation des médecins, donc on va dire que c'est les livres qui font autorité dans la formation du monde scientifique et du monde médical. Alors oui, il y a des lipides essentiels à la vie, il y a des protéines essentielles à la vie, plein de micronutriments, l'eau, etc. Il n'y a pas de trace de glucides essentiels à la vie, puisqu'on peut vivre de la naissance à la mort sans la moindre trace de glucides, pour la bonne et simple raison que le corps va produire les quelques grammes de glucides qu'il a besoin à partir d'autres substrats. Donc qu'une association aussi importante mette noir sur blanc ce genre de conneries et de désinformation est déjà en soi un scandale et une vraie propagande qui est basée sur rien. Donc on pourrait s'étonner qu'une association de premier plan comme ça, qui est censée défendre les malades finalement, participe à
la désinformation. Mais on va voir un petit peu en détail après pourquoi cette désinformation de la part de l'ADA et ce qu'est l'ADA. Alors l'ADA c'est quoi? C'est vraiment un monstre, faut comprendre que c'est ancien déjà, donc Association des diabétiques américains. Cette association n'a jamais eu pour vocation d'inverser ou de guérir le diabète de type 2 depuis sa création, parce que finalement depuis sa création, il y a de l'argent de société dont le but est de vendre plus de glucides. Donc on voit déjà qu'il y a un conflit majeur entre ce que l'association devrait être ou est censée être et ce qu'elle est vraiment. Donc sa fondation même en 1939 a été financée par l'industrie, donc industrie agroalimentaire, puis après même technologique, pharmaceutique, qui finance une association pour vendre plus de glucides et non pas participer à l'éradication du malade. Dit autrement, ils ne sont pas là pour tuer la poule aux œufs d'or. Le diabétique de type 2 est une poule aux œufs d'or. Donc je vous ai mis en image, vraiment de façon symbolique, tous les bailleurs de fonds de l'ADA. Alors ils ont 3 niveaux de sponsoring de l'association, mais là vous avez les 3 grands groupes qui sont réunis dans une seule image, d'entreprises qui financent l'association des diabétiques de type 2. Alors on va voir en détail un petit peu ce que ça représente, parce que des noms peut-être que vous ne connaissez pas. Donc Abbott est un des plus grands laboratoires américains. Ils sont leaders par exemple sur les CGM, et c'est pour ça que les CGM aujourd'hui, vous savez, les moniteurs de contrôle continu du glucose qu'on met derrière le bras, qui permet d'avoir 24 heures sur 24 sa glycémie. En théorie, c'est bien, moi-même j'en ai utilisé, mais de l'autre côté, c'est pas quelque chose que toute la population devra utiliser. On voit juste un gros business derrière, et je reviendrai spécifiquement sur ce problème parce que on voit qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de prendre des gens qui sont entre guillemets sains et de les faire devenir malades. Et les capteurs CGM d'Abbott participent à ça, c'est un vrai scandale. Donc Abbott, qui vend tout un tas de matériel, de produits pharmaceutiques, un gros laboratoire américain, un des premiers sponsors de l'ADA. Bayer, qu'on ne présente plus, une grande entreprise à la fois de l'agro et de la pharma européenne. Vous avez Eli Lilly, donc Lilly qui est un énorme laboratoire américain. Alors on va en parler spécifiquement à la fin de ce journal avec un livre qui fera scandale, qui aurait dû faire scandale, mais je vais vous en parler plus en détail après. Donc laboratoire américain qui vend d'ailleurs de l'insuline et beaucoup de médicaments, y compris pour la glycémie, pour le diabétique de type 2. Medtronic qui fait de l'appareillage pour les diabétiques de type 2. Vous avez, alors là, le gros Novo Nordisk. Novo Nordisk, on va en reparler après, mais c'est un énorme laboratoire européen, leader mondial sur tous les types d'insuline. Sanofi, laboratoire français qu'on ne présente plus, aussi impliqué dans la production d'insuline. Merck, autre laboratoire pharmaceutique qui a tout intérêt à avoir de plus en plus de malades. Davita, vous ne connaissez pas en Europe, mais aux États-Unis c'est très connu parce qu'il s'occupe de dialyse. Les dialyses en France, c'est souvent fait dans des hôpitaux ou des organismes qui sont liés à des hôpitaux. Ici, ça a été privatisé. Ils ont un joli logo, c'est une vraie chaîne. Davita, spécialiste dans les dialyses. Et puis après, vous avez CVS, qui est en gros une chaîne de pharmacie américaine. Vous avez même de façon ironique le syndicat des producteurs de patates qui s'est réuni pour faire de la promotion pour ces patates, donc plus de glucides, dans l'association des diabétiques. Ça, c'est absolument génial. Et puis après, on voit des marques comme Splenda, que vous connaissez, qui fait des édulcorants. Bref, vous avez la totalité des sponsors de l'ADA qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait moins de diabétiques et par contre beaucoup d'intérêt financier à ce qu'il y ait de plus en plus de diabétiques qui soient malades le plus longtemps possible, qui consomment le plus de glucides possible pour leur vendre le plus de médicaments, d'insuline et d'appareils. Vous n'avez aucune personne là-dedans qui a un intérêt à avoir moins de diabétiques. On voit qu'il y a un vrai problème parce que c'est plus une association de diabétiques. C'est une association de lobby pour qu'il y ait plus de diabétiques. Est-ce que c'est un scandale? Moi, je pense que oui. Malheureusement, ça ne semble pas choquer grand monde. Alors, je vais vous montrer comment, en détail, on vous prend littéralement pour des abrutis. Voici en image une petite salade de pâtes colorées qui est proposée par le site qui est détenu par l'ADA pour proposer des recettes aux diabétiques. Alors, c'est absolument génial, c'est scandaleux. C'est littéralement vous prendre pour des cons, mais de façon puissance 10, parce qu'on voit une recette de pâtes qui est proposée pour des diabétiques de type 2, et on voit même que cette recette est sponsorisée par Davita, qui n'est rien d'autre que l'entreprise qui s'occupe des gens qui sont en insuffisance rénale et qui vont être dialysés. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette recette, ils produisent leurs prochains patients pour les prochaines décennies.
Dans cette recette complètement stupide, si vous êtes initié au régime cétogène, vous allez voir le scandale. Donc une simple recette pour une portion, vous avez 19 grammes de glucides, seulement 3 grammes de protéines et seulement 3 grammes de gras par portion. Donc c'est une bombe à sucre, c'est des pâtes, pour faire simple. Et ils sont même assez idiots pour, dans la recette, rajouter un peu de sucre. Il n'y a déjà pas assez de glucides, il fallait rajouter un peu de sucre dans la recette. Vous pouvez les retrouver en lien en description en dessous de cette vidéo. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a des centaines d'autres qui sont tout aussi stupides et qui sont autant sponsorisés par l'industrie du diabète. Alors, vous l'avez peut-être vu de nombreuses fois dans mes portraits keto. Le diabète, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, qui me met hors de moi parce que c'est une maladie vraiment extrêmement simple. C'est des gens qui ont mangé trop de glucides, la glycémie ne suit plus, il y a de l'hyperglycémie, à la fin il y a un épuisement du pancréas et puis on termine avec des médicaments pour descendre cette glycémie et tardivement après, injection d'insuline. Bon, globalement, cette maladie-là, on sait l'inverser depuis qu'elle existe, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Les premiers médecins ont vraiment commencé à écrire au XIXe siècle et au XXe siècle, en 1920 précisément, la première étude qui nous montre comment inverser un diabète de type 2 grâce au régime cétogène. Donc à l'heure où j'enregistre, ça fait 104 ans qu'on sait scientifiquement que c'est une maladie qui est totalement liée à notre consommation de glucides et qui est facile à inverser. Donc dans ce monde, eh bien, du coup, il devient très facile de prédire l'évolution du diabète. Alors, j'en ai déjà parlé dans nos livres, sur la Céto Academy, etc. L'OMS, en 2020, publie qu'il y a aujourd'hui 500 millions de personnes dans le monde diabétiques de type 2. Si on rajoute les pré-diabétiques, donc ceux qui sont dans l'antichambre du diabète, ça fait 1 milliard en tout. Donc 500 millions plus 500 millions. Et ils ont des projections de chiffres qui nous montrent qu'en 2050, donc finalement c'est presque demain, dans 26 ans, 2050, on passerait à 1,3 milliard de personnes sur Terre diabétiques de type 2. Donc c'est plus qu'un doublement par rapport à la situation de 2020. Cette étude du Lancet est en référence aussi en dessous de la vidéo. Donc c'est un vrai juteux business. Si on est féru d'économie, on voit que la croissance est assurée, que les clients, parce que ce ne sont plus des patients à ce niveau-là, ce sont des clients diabétiques de type 2, le marché est énorme, ça va plus que doubler d'ici 2050 et c'est quasiment assuré. Je rappelle juste que par exemple pour l'insuline, qui est vraiment le cœur du marché du diabétique de type 2, nous avons 3 grands laboratoires dans le monde, ça s'appelle Novo Nordisk, Eli Lilly et Sanofi, qui contrôlent 90% du marché mondial de l'insuline. Malgré sa découverte et sa synthèse il y a plus d'un siècle, ce produit qui est relativement simple n'est toujours pas génériqué massivement partout et on va voir que c'est un vrai jackpot. Alors parlons par exemple du prix de l'insuline. C'est intéressant de voir par exemple, quand on le compare à l'inflation, sur un prix de 1996, eh bien, on a une explosion du prix de l'insuline par rapport à l'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'insuline est difficile à produire? Il n'y a rien qui, au niveau industriel, justifie une explosion du prix de l'insuline. Seulement un monopole tenu par 3 laboratoires qui décident du prix de l'insuline. Et de toute façon, comme les gens sont tellement dépendants, les prix suivent, ils font les prix qu'ils ont intérêt à faire. Alors, je rappelle qu'il y a 2 grands types d'insuline quand on est diabétique de type 2. Il y a une insuline avec une durée de vie un peu longue qu'on appelle lente, qu'on va injecter le matin, qui va maintenir la glycémie sur toute la journée. Et puis une insuline rapide qui est un peu différente, qui agit très rapidement juste après les repas. Donc un diabétique de type 2 va se piquer régulièrement pour prendre sa glycémie et selon la glycémie, il va injecter une certaine dose d'insuline. Ça fait des yo-yo de glycémie énormes, des injections d'insuline énormes et on va voir que c'est un vrai jackpot qui est entretenu. Donc le vrai problème de ça en fait, c'est que si on est diabétique de type 2, on devrait comprendre qu'on n'a pas assez d'insuline par son pancréas, qu'on mange trop de glucides. Il suffit de retirer les glucides, le besoin d'insuline descend et c'est réglé. Et aujourd'hui, on est dans un business qui est exactement inverse. On va faire manger le plus de glucides possible aux diabétiques de type 2 pour leur injecter le plus d'insuline possible. C'est un vrai jackpot. Alors parlons justement de ce prix de l'insuline. Les gens qui ne se piquent pas à l'insuline, qui n'ont pas forcément fait la recherche nécessaire, ne connaissent pas vraiment les prix. Pourtant c'est extrêmement intéressant, on le voit sur cette image. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une dose d'insuline aux États-Unis valent 98 $, alors qu'en France, par exemple, elle en vaut 9. Qu'est-ce qui justifie un ratio de 10 fois 10 fois plus cher l'insuline aux États-Unis versus l'Europe. Pourtant, cette insuline, elle est massivement produite par Novo Nordisk, qui est une entreprise danoise, Eli Lilly et Sanofi, qui détiennent 90% du marché. Eh bien, c'est juste que
l'industrie pharmaceutique est une entreprise de lobbying, c'est-à-dire qu'elle a différents moyens de pression, elle intervient dans chaque pays, elle négocie les prix, et là où elle peut négocier vraiment à la hausse parce que les politiciens sont très corrompus, typiquement aux États-Unis, il faut bien comprendre que les campagnes électorales aux États-Unis coûtent très cher, l'industrie pharmaceutique est un des plus gros bailleurs de fonds pour ces politiciens, et les politiciens en retour laisse filer le prix de l'insuline ou d'autres médicaments. C'est de la vraie corruption, ça ne se sait pas assez. Et au final, c'est le consommateur qui paye parce que ça soit en France ou en Europe plus généralement, on a des assurances santé qui sont détenues par l'État directement, donc c'est l'État qui gère, ou que ce soit des assurances plus privées comme aux États-Unis par exemple. C'est le même problème parce que c'est soit le contribuable qui va payer en Europe, soit directement le client par les assurances privées aux États-Unis qui sont aussi des monopoles où il n'y a aucun moyen de faire pression pour faire descendre ce prix de l'insuline. Je rappelle juste qu'une étude a été publiée l'année dernière qui nous explique que le coût du diabète de type 2 aux États-Unis, juste pour l'année, c'est 412 milliards de dollars. C'est un marché absolument énorme. Et donc les plus grands laboratoires se battent pour avoir les parts de marché, que ce soit au niveau de l'insuline, des médicaments pour impacter la glycémie. C'est un vrai gros marché. Le diabétique de type 2, c'est une poule aux œufs d'or qu'on veut absolument pas tuer et qu'on entretient. Et donc aujourd'hui, on a un vrai travail de lobby, pays par pays, pour que l'insuline, on puisse monter les prix sans limite. Alors, je vous parle de marché du diabétique de type 2. Clairement, c'est quelque chose qui est annoncé comme ça. Le diabétique de type 2 est une marchandise avec une croissance, avec des rendements. Et on peut voir qu'il y a des études économiques qui sont faites, des projections de taille de marché du diabétique de type 2. Comme on sait que le nombre de diabétiques de type 2 va faire que croître jusqu'à 2050 au minimum, eh ben, on peut d'avance prévoir l'augmentation de la taille du marché, les bénéfices qui vont être tirés de ce marché, etc. C'est un vrai marché. Donc comme vous le voyez, il n'est pas question de maladie, il n'est pas question d'inverser massivement le diabète de type 2. Là, dans tout ce que je vous dis là, il est clairement question d'exploiter au maximum le marché des gens qui ont mangé trop de glucides, qui sont devenus diabétiques de type 2. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Qu'est-ce qu'on peut gagner comme argent avec eux? Et vous allez voir qu'en bourse, c'est quelque chose de sérieux. Alors, je vous présente l'entreprise, le laboratoire américain Eli Lilly, qui prend simplement 500% en 5 ans. Comme vous le voyez, vous pouvez facilement retrouver les cours sur TradingView, c'est gratuit. C'est une entreprise beaucoup plus vieille. L'évolution du cours sur 20 ou 30 ans est encore beaucoup plus grosse, mais là, j'ai trouvé que 5 ans, c'était intéressant. Donc, Eli Lilly n'est pas un laboratoire le plus connu en Europe, mais retenez son nom car je vais vous en parler en détail dans quelques instants avec un scandale et un livre absolument énorme. Donc, comme vous le voyez, son cours de bourse est assuré. 500% en 5 ans, le business est juteux. Là maintenant, je vais vous parler de mon petit chouchou, l'entreprise Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, c'est pas très connu du grand public, pourtant c'est quelque chose de sérieux. Novo Nordisk est la première capitalisation boursière en Europe, c'est loin devant LVMH maintenant, et pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise, c'est 3 fois la capitalisation d'une entreprise comme Total. Donc là on rigole pas, on est dans du gros argent. Et l'évolution, par exemple, du cours de bourse de Novo Nordisk, c'est 1000%, donc x10, en 12 ans. On voit que la croissance est tranquille. D'ailleurs, vous verrez qu'elle est elle ressemble beaucoup, cette croissance, à la croissance des diabétiques dans le monde. C'est à peu près linéaire, c'est logique, plus de diabétiques égale plus d'argent pour le laboratoire. Donc, très grosse entreprise. Alors, pour l'anecdote, ça va vous faire rire, mais quand j'ai commencé mon régime cétogène, Novo Nordisk avait annoncé la création d'une équipe de cyclistes professionnels pour le Tour de France. Alors je me suis dit, moi, bêtement, génial, ils vont pouvoir utiliser l'approche cétogène pour faire performer des cyclistes sur le Tour de France. Mais non, pas du tout. En fait, ils ont fait spécifiquement une équipe, tous diabétiques de type 1, pour les équiper d'appareillage de la plus haute technologie qui utilise l'insuline Novo Nordisk. Et on voit que finalement, cette entreprise qui a créé cette équipe professionnelle n'avait qu'un seul but, c'était faire la promotion de ses médicaments, ses techniques, son insuline, sa gestion de la glycémie avec beaucoup d'insuline et pas du tout du diabète de type 1 managé avec peu de glucides, donc le régime cétogène. On est dans une équipe full carb, full insuline. Alors ensuite, je vous présente une autre entreprise qui est un peu ma chouchoute, l'entreprise Davita aux États-Unis. Alors j'adore parce que ça a l'air fun, on en voit partout, c'est une grosse chaîne. Je vais vous en parler un petit peu en détail après. Mais regardons son cours de bourse, donc 3700
d'augmentation depuis 1996, c'est absolument ahurissant. Le marché des personnes diabétiques de type 2 qui finissent en dialyse, c'est-à-dire qu'après avoir mangé trop de glucides, ont les reins littéralement flingués et doivent aller chez Davita plusieurs fois par semaine, c'est un marché absolument énorme. Donc bien sûr, la santé des reins des diabétiques de type 2, tout le monde s'en fout, mais quand ils tombent malades, ces reins, alors là ça devient juteux. On fait de l'argent avec des reins malades qu'on ne fait pas avec des reins sains et fonctionnels. Alors justement, présentons un petit peu cette entreprise Davita, leader de la dialyse aux États-Unis. Alors Davita, moi, j'adore cette entreprise parce que franchement, moi je l'appelle le foutage de gueule décomplexé. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Donc cette chaîne est une chaîne américaine qu'on trouve partout, dans tous les États américains. Alors il y en a peu au Colorado parce que le Colorado est un État particulier, c'est l'État le moins obèse et le moins touché par les problèmes de diabète de type 2 aux États-Unis. Nous avons que 36 centres. Alors, c'est déjà pas mal pour un État de 5 millions d'habitants. Alors ça semble super cool de l'extérieur. Des fois ils sont placés entre un Starbucks et un McDo. Et on y voit des gens rentrer d'ailleurs avec des sodas à la main, des fois en fauteuil roulant, alors obèses, diabétiques de type 2, parfois en fauteuil, avec un soda à droite, un gros muffin à gauche, acheté juste à côté dans les chaînes de restauration rapide qui sont juste à côté de Davita, sont vraiment placés là où les gens sont, donc à côté des supermarchés, etc. Davita, c'est l'art de faire passer l'insuffisance rénale et la dialyse comme un truc cool et normal dans la vie. C'est-à-dire qu'on imagine que l'insuffisance rénale, c'est une mauvaise nouvelle dans votre vie, mais par chance, vous avez Davita qui va régler ça pour vous, il n'y a pas de problème. Et donc, on peut voir d'ailleurs que sur l'image de promotion de leur site, on voit le personnel qui fait la promotion de Davita. Et sur ces 5 personnes, on voit 4 personnes littéralement obèses et ayant probablement des problèmes de glycémie, mais ça dérange personne. Je suis même persuadé que le personnel y croit que Davita sauve des vies, etc., etc. Et personne ne va vous parler du régime cétogène pour inverser les problèmes de glycémie, inverser un diabète de type 2 et y compris inverser les insuffisances rénales. Alors pour terminer un petit peu sur cet aspect diabète, glycémie, etc., ceux qui ont fait la Céto Academy, en particulier, le dernier module que j'avais mis en ligne s'appelle le module Master 1 dédié à la glycémie, connaissent les travaux du Dr Kraft qui, depuis les années 70, nous alerte d'un scandale énorme sur la résistance à l'insuline, la glycémie, les diabètes non diagnostiqués, les prédiabètes, etc., qui sont largement supérieurs à ce que la société aujourd'hui détecte par un simple test de glycémie à jeun qui ne nous dit pas tout. Alors, je ne suis pas un grand fan des CGM, comme vous le savez, parce que pour moi, les CGM sont réservés peut-être à des gens qui ont un diabète, justement, pour surveiller leur glycémie, ou les biohackers pour faire quelques expériences. J'en ai moi-même utilisé pour ça, et là, c'est très bien. Le problème du CGM, c'est qu'on essaie de faire croire qu'il est indispensable, on le fait acheter à des gens qui n'ont clairement pas les moyens, et vous devriez plutôt mettre de l'argent dans de la bonne nourriture, plutôt que d'acheter des CGM qui valent parfois, et de plus en plus, très cher. Par contre, au niveau scientifique, il y a un apport intéressant de CGM, et là, il y a une toute nouvelle étude qui est sortie il y a quelques jours. Ils ont pris un groupe de 8315 personnes qui étaient considérées comme sains et non diabétiques. Donc des personnes qui n'ont officiellement aucun problème de glycémie, d'insuline, de diabète de type 2, qui doivent certainement peut-être avoir un poids relativement sain. On prend un groupe de 8315 personnes. On leur donne un CGM. Donc les 8000 personnes mettent un CGM derrière le bras et là on a la première glycémie le premier jour. Dans ce groupe de 8300 personnes, on prend 5328 personnes qui sont définies comme non diabétiques à partir des données de ce CGM. C'est-à-dire, le CGM, il a donné une glycémie au moins pour la première nuit et le premier jour. Et par rapport à ces premières données, on définit un groupe de 5328 personnes non diabétiques qui n'ont pas de problème de glycémie. On est d'accord? À la fin de cette étude, donc quand on a fini de plusieurs semaines l'étude avec ces 5328 personnes équipées d'un CGM, on se rend compte que les personnes initialement cataloguées comme non diabétiques, 40% de ces personnes sont à reclasser non pas en non diabétique, mais en pré-diabétique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a déjà un problème de glycémie. Et 3% de ces personnes sont à reclasser dans les diabétiques. Donc quand on prend finalement les analyses de base du laboratoire, ça va être typiquement juste l'insuline à jeun, glycémie à jeun, mais souvent d'ailleurs que la glycémie à jeun. Le médecin vous dit « Ah très bien, la glycémie est normale ». Quand on pousse un petit peu, quand on gratte un petit peu, quand on cherche d'autres données ou qu'on les regarde différemment, on se rend compte que dans ces données normales, il y a déjà 40% de prédiabétiques et 3% de diabétiques. Donc c'est un vrai
Pour moi, c'est une vague, un tsunami, un vrai désastre sanitaire à venir parce que le diabète, c'est vraiment pas rigolo. C'est pas juste une petite pilule pour faire descendre la glycémie. On a tous les dommages qui vont avec, la cécité, les amputations, les insuffisances rénales. Le diabète, ça se termine toujours mal. C'est pas qu'un problème de poids, c'est pas qu'un problème de management d'insuline. À la fin, il y a des conséquences très graves, y compris les maladies neurodégénératives. On sait très bien que l'insuline est directement liée au développement d'Alzheimer. Donc, moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de prendre en considération les problèmes de résistance à l'insuline, de diabète le plus tôt possible, passer sur un régime cétogène le plus tôt possible dans votre vie pour vous éviter ces désagréments parfaitement évitables. Il n'y a pas de diabète de type 2 qui va être déclenché dans un régime cétogène. C'est impossible. Voilà. Alors, changeons un petit peu de sujet parce que Nelly va vous parler longuement de certains édulcorants, certaines façons de sucrer alternatives en régime cétogène. C'est sa partie en cuisine. Mais moi, je vais essayer de le connecter avec de la littérature scientifique que d'ailleurs, j'ai pu développer dans la Céto Academy. Donc, si vous voulez vraiment vous intéresser à tous ces sujets en détail, allez dans la Céto Academy. Il y a absolument tous les détails, 66 leçons, 140 000 mots. C'est absolument énorme pour avoir vraiment toutes les connaissances nécessaires pour faire ces bons choix. Mais on va essayer d'en revenir sur des problèmes simples. Comme je vous l'ai déjà dit, les calories ne servent à rien parce qu'il n'y a aucun lien, aucun rapport entre une calorie extrapolée de protéines, de lipides, de glucides, c'est des choses très différentes. C'est une unité de mesure énergétique en laboratoire et la calorie en tant que telle ne devrait rien avoir dans la nutrition humaine. Donc il faudrait oublier cette unité de mesure. Pourtant, dans notre quotidien, elle est utilisée partout. Et on l'a vu il y a 30 ou 40 ans, même 50 ans, même maintenant, avec les premiers produits light, avec peu de calories. Ce qui est arrivé ensuite, c'était les 0 calories. Et ce qui est arrivé particulièrement, c'était les sodas en 0 calories, donc les sodas light. Et beaucoup de gens se sont dit, ah bah comme c'est light, comme ça a 0 calories, en gros, je peux en boire autant que je veux, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce que la littérature scientifique a pu nous expliquer avec le temps sur ces choses. Parce que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons. Et il y a une très grande différence entre les deux. Et par exemple, certains édulcorants peuvent moduler notre microbiote intestinal et tout en buvant un soda qui contient techniquement 0 calories, pas d'énergie, notre microbiote intestinal va par exemple être capable d'extraire plus de calories des autres aliments que nous allons ingérer. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, comme on l'a vu avec les élevages, on peut moduler par exemple le développement d'un poulet avec des antibiotiques ou avec des probiotiques ou avec des prébiotiques, etc. Juste en modulant son microbiote intestinal, on peut agir sur le développement d'un poulet d'élevage. Et bien les êtres humains, c'est exactement la même chose. Et ces édulcorants, entre guillemets, 0 calories qui ont été utilisés pendant longtemps, ont un impact très important dans l'épidémie d'obésité que nous avons aujourd'hui. Alors on va essayer de voir ça un petit peu en détail. Alors commençons avec ces édulcorants qui vont venir altérer l'intestin. On a vraiment beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont les plus emblématiques, mais encore une fois, dans la Céto Academy, vous pourrez voir tous les détails de toutes ces choses. Je rappelle que le lien de cette étude sera en description de cette vidéo. Alors, ce papier nous montre un point important sur certains édulcorants. Je rappelle qu'on a fait une revue en fait de tous les édulcorants, que ce soit dans Bonjour Keto et de façon plus approfondie dans la Céto Academy. Il y a le sucre, que nous connaissons tous pour sucrer les choses, et nous avons des alternatives pour sucrer. Et il y en a des très bonnes et il y en a des très mauvaises. J'ai expliqué pourquoi. On ne peut pas décider ça comme ça. Il y a de la littérature scientifique à éplucher. Chaque molécule a un impact et il faut le savoir en détail. C'est ce que nous avons fait dans la Céto Academy. Alors, regardons bien ce papier qui nous dit ceci. À des concentrations élevées, l'aspartame et la saccharine, donc ça, c'est les deux grands édulcorants qui ont été largement utilisés dans les années 80 et 90, dans tout ce qui était light. Les premiers produits light ont été beaucoup sucrés avec ça. Donc l'aspartame et la saccharine induisent l'apoptose et la mort cellulaire dans les cellules épithéliales de l'intestin. Tandis qu'à des faibles concentrations, le sucralose, donc ça c'est un autre édulcorant qu'on trouve aujourd'hui encore beaucoup, et l'aspartame augmente la perméabilité de la barrière épithéliale et régule négativement la claudine 3 à la surface des cellules. Alors c'est un peu du charabia scientifique, j'en ai bien conscience. En langage simple, ces sucrants alternatifs induisent une mort cellulaire dans la paroi intestinale et augmentent la perméabilité intestinale. Je rappelle que la perméabilité, l'intégrité intestinale est essentielle parce que c'est au cœur du problème, par exemple, des maladies auto-immunes. Beaucoup de grosses molécules passent dans la circulation sanguine, le système immunitaire se défend et on initie des pathologies auto-immunes à cause de ça notamment.
L'aspartame a induit la production d'espèces réactives à l'oxygène, donc on peut faire simple, une inflammation, même si le terme n'est pas exact, vous comprenez mieux ainsi, et provoque la perméabilité intestinale. Pris ensemble, nos résultats démontrent que les édulcorants artificiels, sucralose, aspartame, saccharine, exercent une série d'effets négatifs sur l'épithélium intestinal. Donc celui-là, c'est principalement ceux qu'on va trouver dans tous les soda light, par exemple. Ils sont sucrés avec ça, et c'est pour ça que depuis longtemps, je dis arrêtez de consommer ces soda light, parce que c'est une catastrophe au niveau des édulcorants. Ils n'ont toujours pas sélectionné des édulcorants sains. Ceux qui sont utilisés sont très mauvais pour votre intestin. Autre point important à aborder entre les édulcorants et l'impact sur notre santé, soi-disant ces édulcorants, ces boissons sont sans calories, donc vous pouvez en boire tant que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'énergie absorbée. Et ils ont fait des recherches sur l'association entre les édulcorants artificiels et l'obésité. Je lis la conclusion. Bien que les édulcorants artificiels aient été développés comme substitut de sucre pour aider à réduire la résistance à l'insuline et l'obésité, les données provenant de modèles animaux et humains suggèrent que les effets des édulcorants artificiels peuvent contribuer au syndrome métabolique et à l'épidémie d'obésité. Les édulcorants artificiels semblent modifier le microbiome de l'hôte, donc on reparle du microbiome intestinal, entraîner une diminution de la satiété et modifier l'homéostasie du glucose, et sont associés à une augmentation de la consommation calorique et une prise de poids. Ça, c'est important parce que vous buvez des sodas, par exemple light, qui ont 0 calories, comme si c'était de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez bu ça, par exemple, sur votre appétit? Si vous avez plus faim en buvant ces sodas-là, finalement, le fait que ce soit 100 calories, on s'en fout complètement parce que votre apport d'énergie totale dans la journée va augmenter. Si vous faites une hypoglycémie, malgré le fait qu'il n'y ait pas de sucre, qu'il n'y ait pas de calories dedans, vous pouvez induire une hypoglycémie à cause de ces sodas. Vous allez vous ruer vers quelque chose de sucré, un gâteau, du sucre, ce que vous voulez. Et donc finalement, quand on regarde ce que fait cette boisson sans sucre, sans calories dans votre régime alimentaire, simplement, ça vous fait grossir. Alors nous avons quantité d'études qui nous ont montré ça depuis longtemps. Malheureusement, les médias sont occupés certainement avec la promotion de choses plus intéressantes pour leurs intérêts que de diffuser ces informations-là. Forcément, vous n'allez pas avoir un journal de la santé qui va vous décrier tous les problèmes des édulcorants si sur cette même chaîne de télévision, vous avez des publicités pour ces sodas. Argent guide tout. Donc les édulcorants sans calories, qu'est-ce qu'ils font au niveau de notre microbiome intestinal et notre glycémie. Donc des études ont démontré un impact important sur la composition du microbiome intestinal ainsi que la glycémie. Sans calories, sans énergie apportée ne veut pas dire sans impact. Ça c'est super important parce qu'on peut consommer un produit qui est sans sucre et qui va impacter notre glycémie. Attention, supprimer le sucre de son alimentation est un premier pas, mais ça ne sert à rien si l'on vient ajouter des saloperies dans son alimentation qui vont créer soit les mêmes problèmes, soit d'autres problèmes. Le sucre peut porter plus de 50 noms différents, mais pour rajouter encore un peu plus de complexité, ce que nous nommons des substituts de sucre peuvent poser à leur tour leurs propres problèmes. Exemple, le sirop d'agave rendu populaire par David Servan-Schreiber, qui n'est rien d'autre que 85% de fructose. Alors, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Je tiens à saluer les travaux de David Servan-Schreiber, j'ai rien contre lui. Il a fait beaucoup avancer la compréhension du cancer, dont lui-même était atteint, le rôle des glucides dans l'alimentation, dans ce carburant pour le cancer. Malheureusement, il nous a quittés trop tôt pour aller plus loin. Le régime cétogène n'était certainement pas encore dans son spectre de recherche. Et il avait proposé à l'époque de substituer le sucre blanc par du sirop d'agave. Alors le sirop d'agave fait beaucoup moins monter la glycémie que le sucre blanc. C'est logique puisque le sucre blanc qui va être composé à moitié fructose, glucose, et le sirop d'agave, lui, est composé à 85% de fructose. Mais quand on voit le fructose, le problème qu'il pose sur notre santé, en particulier les stéatoses hépatiques au niveau du foie, il pose plein d'autres problèmes, c'était clairement pas la solution. Donc en termes de conclusion sur ce sujet des sucrants alternatifs qui viennent un peu détruire notre santé, clairement le sucre, le glucose, le fructose et tous les autres substituts de sucre qui contiennent du sucre ou d'autres formes de sucre participent au syndrome métabolique, au cancer, au diabète de type 2, pathologie auto-immune, problèmes d'intégrité intestinale, etc., etc. On a plein d'études qui nous montrent ça. Mais ce que nous appelons des édulcorants ou substituts de sucre contiennent aussi bon nombre de saloperies.
C'est pour ça que nous avons dû faire, au moment où nous avons créé la Ceto Academy, nous nous sommes posé la question simple, qu'est-ce que nous pouvons utiliser en substitut au sucre, au moins de façon transitoire, qui soit saine, durable, pas d'impact sur le microbiote intestinal ou peu d'impact sur le microbiote intestinal, pas d'impact sur la glycémie, pas d'impact sur la production d'insuline. C'est ce que nous avons fait, c'est pour ça que nous avons sélectionné très peu de substituts qui sont, eux, sûrs. Par contre, il y a encore, malheureusement, beaucoup de noms qui circulent, qui sont utilisés en régime cétogène, qui sont très mauvais parce qu'ils apportent de l'énergie, ils impactent la glycémie, ils impactent l'insuline. C'est un travail de plus de 10 ans de recherche et de suivi continu de la science. Moi, j'ai des alertes sur PubMed permanentes sur ces substituts de sucre pour voir s'il n'y a pas de la nouvelle littérature scientifique qui vient éventuellement invalider ce que nous avons dit. Donc, nous avons toujours cette veille scientifique pour que nous puissions proposer les alternatives les plus saines scientifiquement démontrées. Alors, en attendant, en conclusion, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de supprimer quasiment tout ce qui est utilisé comme substitut de sucre, en particulier dans les sodas, donc qui sont issus de la pétrochimie. Donc on va parler du sucralose, qui est une vraie saloperie, la saccharine, l'aspartame, et puis la célèbre acésulfame K qu'on trouve dans la grande marque de soda américain marron. Tout cela, il faut clairement les supprimer de votre alimentation, d'ailleurs que vous soyez en régime cétogène ou pas. Ça, c'est vraiment de la saloperie. Mais si vous êtes en régime cétogène et que vous voulez vous sevrer du sucre et réduire vos problèmes de glycémie, d'insuline, etc., cela, c'est poubelle. Alors, pour nous, une de nos bonnes alternatives, ça a toujours été un mix entre la stevia et l'érythrétol. Alors, c'est des sujets un peu compliqués. À un moment donné, l'année dernière, l'érythrétol a été attaqué par une étude clairement frelatée. Donc, j'ai fait un énorme article pour expliquer tout ce qu'était l'érythrétol, comment c'était scientifiquement documenté, ce qu'on pouvait faire avec la stevia, etc. Donc, je vous invite à aller directement sur notre site. Cet article est gratuit, vous pouvez le lire. Ça va vous montrer un petit peu l'étendue de ma capacité à répondre très longuement à une question qui pourrait être simple. Beaucoup de gens me posent beaucoup de questions qui semblent simples. Ils s'imaginent que je peux répondre en 3 lignes, mais non. Quand on veut aborder en profondeur et donner une vraie bonne réponse, ça prend énormément de temps et énormément de place. Donc le sujet érythrétol a été complètement traité sur notre site et vous pouvez le retrouver directement en lien en barre de description de la vidéo. Mais Nelly va vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, actualité documentaire parlant de la nutrition. Alors, en 2020, fin 2020, Jennifer Isenhardt, qui est la directrice de production du documentaire Fat Fiction, nous confiait la traduction en sous-titres français de cet excellent documentaire. Alors, quand nous l'avons vu ici aux États-Unis, avec Nelly, immédiatement, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il y ait des sous-titres en français. Et en 2020, ils n'existaient pas. Il y avait qu'une traduction en espagnol. On a contacté Jennifer, elle nous a dit si vous voulez, je vous laisse superviser ça parce qu'il fallait des gens qui connaissent bien le régime cétogène pour avoir le bon vocabulaire, etc. Et donc Nelly particulièrement pendant plusieurs jours s'est focalisée sur la traduction complète du sous-titrage du documentaire pour le passer en français. C'est grâce à elle que vous l'avez en particulier sur, je crois en France, sur Prime. Et puis maintenant, la production a décidé de le laisser gratuitement à disposition. Donc si vous allez sur notre site, vous pouvez le voir gratuitement avec un sous-titrage en français. Alors, ce documentaire est une bombe, il y a des intervenants de très bonne qualité, et ça permet de vulgariser le problème des glucides, du régime cétogène, etc., dans un très bon documentaire simple que vous pouvez montrer à des gens, même qui ne connaîtraient rien à la nutrition ou rien au régime cétogène. Alors, Jennifer Isenhardt ne s'est pas tourner les pouces parce qu'elle s'est remise au travail et j'ai vu il y a quelques jours passer des images sur son compte où elle était en train de préparer son nouveau documentaire qui sortira en 2025 et qui va s'appeler The Cholesterol Code. Donc, ça va nous parler de la fraude autour du cholestérol avec tous les pionniers de la recherche, du débunkage de toutes les conneries qu'on nous a mis dans le crâne depuis 50 ans sur le cholestérol, en particulier Dave Feldman, et il y a plein d'intervenants. Donc ce documentaire est annoncé pour une sortie début 2025, donc je ne doute pas que d'ici là, il va y avoir un service de promotion qui va être fait. Donc vous allez entendre parler, ça sera certainement un bon documentaire à regarder en 2025, donc The Cholesterol Code. Actualité économique, oui, dans ce Keto, le journal du régime cétogène, on traite large aussi bien l'économie, les news, tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va particulièrement intéresser la communauté du keto, au moins ceux qui sont omnivores. Je dis attention à la flambée du prix du chocolat. Et oui, le chocolat, donc en vrac, en termes de produits bruts,
est monté à 10 000 $ la tonne, donc c'est un nouveau record. Les conditions météorologiques difficiles et les maladies ont affecté les productions en Afrique de l'Ouest, qui détient environ 70% du marché du cacao mondial. Les deux plus grands producteurs sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, et ont récemment été frappés par une combinaison de fortes pluies, de chaleur sèche et de maladies. Alors faites quelques stocks de chocolat, car il est probable que son prix augmente très prochainement. Vous ne pouvez pas imaginer que le prix du cacao brut soit multiplié par 3 sans que dans vos supermarchés, le prix de la tablette ne soit pas impacté. Dans les événements à venir concernant la petite communauté du régime cétogène, la croisière annuelle Low Carb donc 2024 qui partira le 24 mai pour 8 jours avec une navigation dans la mer des Caraïbes, est au programme des conférences de Lucia Aronica. Alors j'adore Lucia parce qu'elle a fait un travail énorme à Stanford sur le régime cétogène et l'épigénétique. Ses études scientifiques sont toujours d'un très bon niveau. Benjamin Bickman qu'on ne présente pas, Chila et Dominique D'Agostino, donc le couple de biohackers pionniers sur le régime cétogène qui fera aussi conférence, avec Maria Emmerich. En tout, il y aura une vingtaine d'intervenants. Donc je rappelle que ça partira le 24 mai. Vous pouvez déjà réserver la croisière de l'année prochaine qui, en 2025, naviguera jusqu'en Alaska. Abordons un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le biohacking et qu'est-ce que nous pouvons faire en plus de notre nutrition pour améliorer notre santé. Un de mes sujets de prédilection, dont j'ai développé une véritable expertise depuis longtemps, c'est la lumière. Et cette science s'appelle photomodulation. Et on s'est rendu compte depuis des décennies maintenant que certaines longueurs d'onde, certaines formes de lumière qui vont, lumière rouge, lumière bleue, lumière rouge, lumière verte, les infrarouges, les UV, etc. Chaque spectre lumineux, chaque longueur d'onde différente a un usage spécifique qui peut permettre d'améliorer les choses à plein de niveaux. Et donc c'est intéressant de voir que la lumière rouge, par exemple, qui m'intéresse beaucoup parce qu'en plus elle est facilement disponible. Je rappelle que la lumière rouge, c'est la longueur d'onde la plus importante dans le spectre lumineux du Soleil. Donc on s'aperçoit que la lumière rouge, on peut en avoir gratuitement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'avec quelques matériels, on peut faire des choses. Moi, je me rappelle avoir découvert ça dans les années 90 parce que mon ostéopathe était très avancé sur le sujet et j'ai pu en bénéficier à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps parce qu'on a des résultats vraiment probants sur beaucoup de choses. Alors, comme on a parlé de glycémie, de sucre, etc. depuis le début, et de diabète, donc depuis le début de ce journal du keto, je me suis dit, mettons en lien la lumière et la glycémie. Donc, dans une étude dont le lien est en barre de description, on peut voir qu'avec simplement 15 minutes d'exposition à ce qu'on appelle une lumière rouge, donc techniquement c'est une longueur d'onde de 670 nanomètres. Alors on a dans cette technologie des longueurs d'onde très précises qui sont parfois proches, 680, 690, 650, etc. Et on voit qu'on a des choses un peu différentes, donc on est toujours en recherche de la longueur d'onde optimale pour un but précis. Eh bien, si on expose 15 minutes une personne avec une longueur d'onde de 670 nanomètres, techniquement c'est une pure lumière rouge, on obtient 27% de baisse de glycémie. Ça, c'est scientifiquement documenté. Donc on s'aperçoit que la glycémie, ce n'est pas que ce qu'on mange. Il y a aussi le mode de vie, le stress, le sommeil, la respiration, certains micronutriments qui vont participer à la vasodilatation, etc. Tout ça, ça impacte notre glycémie et la lumière rouge qu'on peut avoir naturellement grâce au soleil impacte aussi notre glycémie. L'explication est simple, nos petits moteurs mitochondriaux ont besoin de soleil et l'ATP synthase s'accélère, ce qui permet d'augmenter, de faire baisser justement notre glycémie, donc dans cette étude de 27%. C'est pas rien parce que quelqu'un qui aura une glycémie à 100 par exemple, il se retrouve en dessous 80 simplement avec la position d'une lumière rouge. Alors parlons un petit peu plus en détail de cette lumière. Alors malheureusement, une fois de plus, la France, l'Europe est très très en retard sur ces technologies. Alors si en France, vous allez pouvoir avoir des cabines d'UV pour bronzer, les cabines qui vous permettent d'avoir une exposition au corps entier en lumière rouge sont extrêmement rares. Le matériel reste extrêmement coûteux si on veut l'acheter individuellement. Et donc les gens sont dépourvus de ce genre de technologie. Par chance, les Américains, eux, ils ont la capacité à développer des marchés très rapides. Et donc chez nous, à Boulder, par exemple, il y a des chaînes dans tous les États-Unis, on a des cabines qui ressemblent à des cabines d'UV, sauf que vous allez vous exposer volontairement à une lumière
rouge avec une longueur d'onde très précise et on a d'innombrables utilisations qui sont faites pour des problèmes de dépression, pour des problèmes de fatigue chronique, des problèmes musculaires, des sportifs qui ont besoin de récupérer plus vite, etc. Et donc on voit qu'il y a un vrai marché avec ça et aujourd'hui, par exemple nous, à 2 km de chez nous, on a une chaîne qui s'occupe de ça, mais il y en a vraiment partout. Donc au Colorado, par exemple, la chaîne principale s'appelle Light Lounge et s'occupe donc de mettre à disposition des cabines pour faire des séances de lumière rouge pour différents objectifs. Moi j'ai vu des gens qui arrivaient dans ce genre d'établissement avec vraiment des objectifs très différents et c'était quelque chose pour lequel on a développé une vraie expertise. Moi j'ai travaillé avec des sportifs de haut niveau qui ont les moyens de s'acheter ce matériel et le mettre à disposition et techniquement c'est un triptyque entre les caissons hyperbares, les saunas. Alors les saunas, il y a différents types de saunas, y compris les saunas à infrarouge et là c'est un autre type de longueur d'onde. Là c'est de la lumière rouge visible, mais l'exposition à la lumière rouge est vraiment exceptionnelle avec des usages très divers qui sont scientifiquement documentés. Alors je rappelle que cette lumière rouge, elle n'a absolument rien à voir avec le bronzage. Vous pouvez y passer 3 heures par jour, ça ne va rien faire sur le bronzage. Ça c'est une autre longueur d'onde, c'est les UV, les ultraviolets qui sont concernés, et pas la lumière rouge. Et donc c'est tellement développé aux États-Unis que maintenant on arrive à faire des séances à 7 euros la séance, donc ça vaut quasiment rien. Alors que le matériel, si vous voulez l'acheter, pour avoir quelque chose de sérieux, ça commence à 12 000 euros, voire 20 000, 25 000. Donc, c'est pas forcément accessible à monsieur tout le monde pour les particuliers. Et les centres en France qui s'équipent de ça sont extrêmement rares. Personnellement, je ne connais même pas. Alors qu'ici, c'est très développé et bon marché. Bonne nouvelle, si vous voulez vous exposer à la lumière rouge gratuitement, eh ben, il suffit de vous mettre torse nu, par exemple, et de vous exposer au soleil parce que alors le soleil, ce n'est pas que de la lumière rouge, mais une grande partie, c'est de la lumière rouge, en particulier le matin et le soir. Et donc, si vous voulez profiter des bienfaits de la lumière rouge, vous l'avez gratuitement avec une bonne exposition au soleil. Donc, je reviens toujours au même, l'exposition au soleil est centrale pour une bonne santé. Alors maintenant, je vais aborder le micronutriment de la semaine. Alors, vous savez, j'ai à ma disposition des centaines de suppléments, de molécules, etc. Donc, je dois faire le choix de laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Il m'a semblé utile et intéressant de vous parler d'une molécule relativement connue parce que pour aider les gens avec des problèmes de glycémie, etc., elle est très populaire. Donc, je vais vous montrer un petit pot, voilà, donc de chez nous, c'est la berberine. Donc, la berberine, c'est un très bon supplément, globalement. Moi, je trouve que scientifiquement parlant, la berberine a fait ses preuves scientifiques. La berberine fait aussi bien, si ce n'est mieux, qu'un médicament comme la metformine, qui coûte une fortune, par exemple, au niveau du management de la glycémie. Et la berberine, chez quelqu'un qui a déjà un problème de prédiabète, par exemple, va avoir un effet remarquable et intéressant. Mais attention, la berberine n'a rien à faire dans un régime cétogène. Donc, je salue vraiment l'effet berberine dans un mode de vie occidental riche en glucides, mais c'est un supplément à retirer dans un régime cétogène. Moi, je l'ai moi-même essayé pour voir cet effet. Et clairement, quand on est en cétose nutritionnelle, avec très peu de glucides, une glycémie relativement basse, et qu'on rajoute de la berberine, on se sent très mal. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques de l'explication aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je voudrais juste alerter que la berberine n'a plus rien à faire quand vous êtes en régime cétogène. D'ailleurs, comme d'autres médicaments qui vont venir s'additionner. Si vous avez par exemple des médicaments pour la glycémie, des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour la rétention d'eau, des médicaments pour l'hypertension, etc. Je vous invite à en parler avec votre médecin parce que cette médication, ce traitement est calibré pour un régime riche en glucides. Et que si vous changez votre alimentation vers un régime pauvre en glucides, votre traitement doit être adapté. La berberine étant un supplément, il n'y a pas besoin d'ordonnance, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vous alerte, si vous prenez de la berberine et que vous rentrez dans un régime cétogène, vous allez vous sentir très mal. Donc la berberine en keto, c'est pas une bonne idée. Comme Nelly dit, c'est FBI, fausse bonne idée. Alors parlons un petit peu de sport et de régime cétogène. Alors si vous ne connaissez pas Sean Shakinowski, le sud-africain dit Sako sur tous les réseaux sociaux, je vous invite à lire notre interview de Sean qui se trouve sur notre site où il avait vraiment développé plein de sujets. On avait abordé plein de points précis sur son évolution. C'est un cycliste depuis très longtemps, un passionné de bon niveau. Maintenant, il a 51 ans.
Il pédale en brûleur de gras depuis plus de 10 ans, donc en mode cétogène. Maintenant, il est même passé en carnivore depuis plusieurs années. Il fait des sorties 200 km qui s'enchaînent à 200 watts de moyenne. Il fait parfois plus de 800 km de vélo par semaine, sans la moindre source de glucides, ce qui lui fait une moyenne de plus de 20 000 km par an. Donc on ne peut pas dire que c'est un touriste. Il communique beaucoup sur ses réseaux sociaux, mais en particulier sur Strava, où il documente tout à chaque fois. Donc c'est intéressant de voir quel a été son effort, sa vitesse. Il n'emmène jamais de barres, de gel ou quoi que ce soit sur son vélo. Il est purement en carnivore maintenant. Tim Noakes le soutient d'ailleurs. Donc si vous voulez un témoignage d'un bon cycliste qui est en keto depuis longtemps et qui est vraiment un passionné à la fois de cyclisme et de nutrition, eh bien allez sur notre site, vous avez son témoignage complet qui peut éventuellement vous donner des idées par rapport à beaucoup de gens qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus faire une sortie de vélo de plus de 60 km sans emmener 3 gels, 2 barres et qui te font des hypoglycémies en permanence. Donc Sean est vraiment un exemple de ce qu'on peut faire pour la santé, la performance et le cyclisme. Alors maintenant, parlons de un de mes biohackers préférés, Dr Dominique D'Agostino, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, chercheur en Floride et pionnier du régime cétogène, à la fois pour lui. Ça a été un des pionniers dans le développement de la synthèse des corps cétoniques sous forme d'ester, par exemple. Il a fait énormément de recherches scientifiques pour tout un tas de pathologies qui vont d'Alzheimer au cancer, etc., dans son laboratoire sur la cétose nutritionnelle. Bref, il a voué sa carrière entière de chercheur sur la cétose nutritionnelle. Il a eu par exemple des fonds militaires qui lui ont été donnés pour développer les esters justement pour les militaires qui sont en plongée profonde avec des recycleurs d'air contre la toxicité de l'oxygène. Et donc c'est là qu'il a commencé à travailler sur les caissons hyperbares et les corps cétoniques. Bref, il a plus de 20 ans d'expérience sur le régime cétogène. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui vit la grande vie. C'est quelqu'un qui vit dans une ferme, dans sa ferme en Floride. Il a des vaches à l'extérieur qu'il élève. Il va chasser l'alligator dans son étang et il fait de la musculation en plein air. Alors voilà le beau bébé, vous voyez en vidéo. Donc il est en train de faire de la musculation tranquillement sur sa pelouse à l'extérieur. Il fait tous ses exercices en plein soleil. Vous remarquerez qu'il est sans chaussures, donc directement en contact avec la terre. Et ce n'est pas à lui que nous expliquerons les bienfaits de l'activité physique directement sous les rayons du soleil, l'ATP synthèse et la lumière, et il maîtrise déjà parfaitement. Donc, vous avez quelqu'un, vous voyez, il n'est pas famélique, c'est un des plus grands chercheurs au monde, et il fait tranquillement sa séance de musculation en plein soleil. Il est en keto depuis des décennies. D'ailleurs, il a fait des expériences en long, en large et en travers sur la glycémie, sur l'insuline. Il a toujours le meilleur matériel à la pointe qui est en développement, et il partage de façon non mesurée toutes ces conclusions, toutes ces analyses et toutes les données qu'il a pu lui-même expérimenter dans sa propre vie. Et il est loin du stéréotype de chercheur enfermé dans son bureau, famélique, en train de manger des brocolis. Vous allez bien comprendre que Dominique D'Agostino, c'est pour moi l'incarnation d'un esprit sain dans un corps sain. C'est un vrai modèle et c'est un vrai pionnier, un vrai biohacker extrêmement intéressant à suivre. Alors, abordons notre thématique de la fraude de la semaine. Alors, une fois de plus, je vais relier cette fraude à ma thématique globale de on vous prend pour des cons et on fait un immense business de votre maladie parce que votre santé ne rapporte rien. Dernier exemple en date, qui remonte à quelques jours seulement, une étude très intéressante que je vous invite directement à lire, qui nous parle de l'Ozempic et son prix de production. Alors, je ne sais pas si vous connaissez encore le terme, Ozempic et Wegovy. Ce sont deux produits qu'on s'injecte sous forme de stylo. Alors c'est absolument génial. Vous pouvez bouffer n'importe quelle merde que vous voulez en quantité astronomique. Vous vous piquez avec ça et vous allez perdre un poids massif. Ils ont des records jusqu'à 70 kg en moins d'un an. C'est absolument énorme. Alors ce qui est génial en plus, c'est que quand vous perdez 1 kg de graisse, vous perdez presque 1 kg de muscle. C'est une catastrophe. Il y a des études qui nous montrent qu'il y a une augmentation des taux de suicide, des cancers de la thyroïde, etc. Mais ça se vend comme des petits pains parce que les gens continuent leur mode de vie mortifère tout en s'injectant ça 2 fois par semaine. Alors là où c'est génial, en fait, c'est que c'est un véritable jackpot puisque aux États-Unis, ça coûte environ $1000 par mois. C'est remboursé par les assurances de santé américaines, simplement parce qu'ils ont fait le lobbying nécessaire pour que ce soit remboursé. Les gens qui s'injectent ça, ils ont l'impression de ne pas payer. Sauf que c'est toute la collectivité, de la même manière qu'en Europe avec les assurances santé d'État, c'est la collectivité qui paye cette connerie. Là où c'est intéressant, c'est de voir ce papier qui a mis en évidence que les coûts de production étaient quasiment
nul. Et c'est là qu'on voit le scandale, puisque ce papier nous indique que ce qui est vendu autour de 1 000 $ par mois, son coût de production est estimé à maximum 5 $ par mois. Donc c'est un véritable jackpot, et bien sûr ce jackpot est contrôlé par les mêmes qui produisent l'insuline que je vous ai cité tout à l'heure. Ce sont les mêmes entreprises qui font la même merde. Et d'ailleurs, l'étude montre que les prix de l'insuline sont exactement dans la même problématique. Ça ne coûte rien, quelques centimes, quelques dizaines de centimes à produire des choses qui sont vendues maintenant jusqu'à 100 $. Donc le jackpot est énorme. C'est des coûts de production quasiment nuls avec des marges stratosphériques. Nous en arrivons au livre de la semaine, qui est une forme de conclusion pour moi de comment on vous prend pour des cons, comment on vous prend pour du bétail, comment on fait de vous du bétail auquel on peut faire vraiment dépenser des sommes folles sans vraiment s'en rendre compte, puisque comme c'est reporté sur la collectivité, quand on a une assurance santé qui prend tout en charge à 100%, que ce soit une assurance santé privée ou d'État, on a l'impression de ne pas payer, donc on voit des traitements qui coûtent des fortunes, mais que finalement tout le monde paye. Et grâce à un lobbying absolument massif, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une fraude absolument gigantesque. Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. J'en ai parlé déjà il y a très longtemps, il y a plus d'1 an, dans mon témoignage que vous retrouverez sur mon site, où je faisais mon témoignage des 10 ans de régime cétogène, et j'avais mis déjà en évidence ce livre parce que pour moi, il n'avait pas reçu l'écho qu'il aurait dû avoir. Donc franchement, trouvez ce livre. Alors maintenant, je sais qu'en neuf, il est un peu difficile à trouver, il a 10 ans. On le trouve facilement en Kindle. En occasion, on le trouve aussi facilement, mais lisez-le. Là, vous allez vraiment comprendre tout ce que je vous dis quand j'affirme qu'on vous prend littéralement pour du bétail et que votre maladie est un business absolument énorme, contrairement à votre santé qui ne rapporte rien. Alors, en quelques mots, l'auteur du livre, John Verhappen, est un ancien directeur de la société américaine Eli Lilly pour la Suède. Et Eli Lilly est un des plus grands laboratoires du monde. Et ce monsieur est parti de rien, vraiment, il est né dans un pays défavorisé. Il a monté tous les échelons d'entreprise jusqu'à en prendre la tête. Et ce livre est sa biographie, et il explique en fait comment ils ont réussi à corrompre à la fois la science et les autorités sanitaires, d'ailleurs de plusieurs pays. C'est absolument une bombe, ce livre. Donc quand je vous dis qu'on vous prend pour des cons, lui, il le dit dans son livre, et il peut le dire de façon la plus crédible possible, puisqu'il en était l'organisateur en tant que directeur de l'entreprise. Alors, je vais reprendre 2 passages de son livre, où il dit « J'ai été un instrument, un exécutant, mais consentant aux mains de l'industrie. J'ai été certes manipulé, mais sans me poser de questions. J'ai vendu mon âme au diable. » C'est lui qui le dit. « Depuis des années, parfois, aux premières heures du jour, des silhouettes fantomatiques m'apparaissent en rêve, écrit-il en préambule. Elle se tape la tête contre les murs et s'entaille les bras et la gorge à coups de rasoir. J'ai maintenant compris que j'avais indirectement contribué à la mort de personnes dont les ombres me hantent. Des décennies de corruption et de fraude à tous les étages, des médecins, des chercheurs, des autorités sanitaires dans chaque pays. Ces révélations n'ont pas suscité la révolution qu'elles devraient. La mafia, parce que c'est clairement une mafia, c'est pas autre chose. La mafia Big Pharma est une organisation criminelle impossible à contrôler, au-dessus des lois, au-dessus des États, puisqu'elle peut corrompre absolument tout le monde. On nous explique dans ce livre comment des molécules inefficaces qui tuent des gens ont été autorisées et remboursées par les assurances santé. Parce que quand on est à l'origine d'une molécule de merde, littéralement, qui scientifiquement n'a pas fait ses preuves, mais qui a coûté des milliards en développement, on fait tout pour la vendre quand même. Des fois, pour une autre pathologie, en lui donnant un autre nom, mais c'est la même molécule. Et là, on se rend compte que cette industrie pharmaceutique a des milliards à mettre à disposition à tous les étages, que ce soit des congrès organisés dans des îles paradisiaques, tout frais payés, ou directement de l'argent, pour corrompre les gens nécessaires pour que ces molécules soient autorisées et remboursées. Si vous voulez vraiment, dans un seul livre, avoir la preuve que Big Pharma en a rien à foutre de votre santé, par contre, s'intéresse beaucoup à votre porte-monnaie, lisez ce livre qui est une vraie bombe.
Voilà, c'est la fin de la première partie de Keto, le journal du régime cétogène. Je vais vous laisser bientôt avec Nelly et j'espère que vous avez pu comprendre, que j'ai pu vous aider à comprendre que la seule personne qui a intérêt à ce que vous soyez en santé, c'est vous. Et oui, je suis désolé de le dire, mais vous êtes la seule personne qui a un vrai intérêt à être en santé. Votre médecin n'y a pas intérêt, votre pharmacien n'y a pas intérêt, toute l'industrie pharmaceutique n'y a pas intérêt, les médias n'ont pas intérêt parce que les publicités sont payées par ces gens-là. Je rappelle que j'habite aux États-Unis et que nous sommes, avec la Nouvelle-Zélande, les 2 seuls pays au monde où la publicité pour le Big Pharma est autorisée. Ici, on a des publicités en permanence pour des molécules qui valent beaucoup d'argent. 70% du budget publicitaire américain, c'est Big Pharma. Donc il y a énormément d'argent pour tirer profit de votre maladie. Alors que votre absence de maladie, c'est-à-dire la santé, ne va rien rapporter à personne. Alors, franchement, sincèrement, je vous invite à prendre conscience de tout ça, à vous informer. Le livre de John Virapen va vous aider à finir de vous convaincre. Prenez conscience que la seule personne qui habite votre corps, c'est vous. La seule personne qui peut faire quelque chose pour être en bonne santé, c'est vous. Et tant que vous n'êtes pas formé et informé pour y arriver, personne ne le fera à votre place parce que le reste du monde est organisé autour du business de la maladie et a clairement intérêt à que vous soyez malade. Alors maintenant, pour une note un petit peu plus optimiste, je vous laisse avec Nelly rentrer en cuisine cétogène. Après la partie théorique d'Ulrich, on va passer au concret, en cuisine, autour des sucrants. Franchement, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un message de personnes perdues après avoir affronté les rayons sucre lors du premier shopping en keto. Alors, j'ai sélectionné justement le dernier email que j'ai reçu à ce sujet. Son auteur est québécois, il se reconnaîtra peut-être s'il nous regarde. Je vous le lis tout de suite. Alors bonjour, tout d'abord, merci pour votre livre, nous en sommes fans. Celui-ci nous a rassurés, nous explorons quelques recettes. Nous habitons Montréal et j'ai quelques difficultés avec un ingrédient. Il s'agit du Purvia. Avez-vous une équivalence? Ici, je trouve de l'érythrétol et bien sûr de la stevia. Au départ, pour faire mon pain, j'ai trouvé trop sucré l'érythrétol. J'ai donc du mal à doser le côté sucré. Bien entendu, je vais répondre à la question de Georges pendant le sujet. Mais pour ça, il va falloir justement qu'on fasse concrètement le point pour que vous soyez parfaitement autonome, aguerri face aux pièges et aux arnaques que vous allez forcément rencontrer en poussant votre premier caddie cétogène, qu'il soit tout à fait réel dans un supermarché ou bien virtuel sur Internet. On va commencer déjà en démystifiant le sujet controversé des sucrants en alimentation cétogène. Première question, peut-on vivre cétogène sans sucrants? La réponse est oui. On peut tout à fait faire du cétogène sans dessert ou sans produit au goût sucré. Maintenant, est-ce que les sucrants sont à bannir en cétogène? Bien sûr que non. Certains sucrants ont toute leur place dans une alimentation cétogène. Alors on va me dire, oui mais alors comment on décide ou non de les intégrer ces sucrants dans une alimentation cétogène? En fait, il n'existe pas de réponse universelle. Elle est vraiment à adapter de manière personnelle. Pour faire simple, on peut dire qu'il existe 2 grandes approches, la modération ou l'abstinence. En d'autres mots, on y va franco ou avec la méthode des petits pas. Ça dépend vraiment de votre objectif. Pour moi, la vraie question à se poser finalement, c'est plutôt est-ce que vous souhaitez vous sevrer définitivement du goût sucré ou simplement vous l'autorisez mais en mode keto? La réponse là est vraiment très personnelle. Dites-vous bien que la solution qui fonctionnera pour vous ne sera pas forcément celle qui fonctionnera pour votre voisin. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner ma solution personnelle à moi, puisque peut-être ce ne sera pas la vôtre. Donc en réalité, faut bien comprendre que l'appétence pour tout ce qui a un goût sucré, comme toutes les addictions, en fait, ça se manage. On va dire que l'option parfaite, finalement, c'est tout simplement celle qui va vous permettre de tenir dans la durée. Et elle peut même évoluer avec le temps. Par exemple, dans vos débuts cétogènes, peut-être que vous allez vous autoriser les desserts cétogènes pour vous rassurer et puis ne pas sentir de frustration. Et puis, avec le temps, vous en sortirez peut-être plus le besoin et puis vous allez les réduire spontanément sans frustration. Certains iront même jusqu'à ne plus avoir aucun dessert ou fruits, ou ils vont plonger peut-être sur un céto carnivore sans aucun sucrant. Et voilà. Par contre,
Mon conseil, si vous souhaitez les conserver, ces douceurs cétogènes, avec un goût sucré, surtout dans vos débuts, essayez d'en avoir toujours à disposition de près. Le but, c'est de ne pas vous retrouver en fait bec dans l'eau, d'avoir une envie de quelque chose de sucré, de rien avoir d'autre à manger, qu'éventuellement le paquet de BN que vous avez peut-être laissé traîner dans un placard pour vos enfants ou vos petits-enfants. Le but, c'est vraiment pas de tomber là-dedans. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent modérer, qui veulent pas passer du tout au tout de tout sucre à zéro sucre. Mais il existe cette solution radicale, en fait, c'est de les bannir complètement, de vous passer du jour au lendemain de goût sucré. C'est pas fait pour tout le monde, je le conseille pas à tout le monde, faut surtout pas forcer les choses, faut que ce soit quelque chose de spontané, de voulu et pas de subi. Ça va être souvent des personnes qui ont un tempérament un petit peu tout ou rien et qui vont souvent basculer du coup sur un céto carnivore. L'option peut vraiment marcher, hein. Il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment un sevrage rapide et efficace du goût sucré. Maintenant, pour certains, même en céto carnivore, c'est plus long. Comme vous avez pu le voir dans les portraits keto, il y a un petit peu de tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont sauté le pas de manière spontanée, souvent les résultats sont rapides et assez naturels. J'aimerais néanmoins ouvrir une parenthèse importante pour apporter 2 mises en garde, selon moi. La première va concerner une vigilance pour les personnes qui ont été sujets ou sont peut-être encore sujets au TCA, donc aux troubles du comportement alimentaire. Le but, c'est vraiment de ne pas les réveiller. C'est important d'avoir en tête que votre microbiote et votre historique personnel va entrer en jeu. Si vous avez connu, je vais penser à l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, donc là je sais très bien de quoi je parle en tant qu'ancienne adolescente anorexique, il est vraiment capital de ne pas créer de nouveaux schémas d'hyper-contrôle. On ne veut vraiment pas rentrer dans quelque chose où ça peut être un trigger et le quotidien cétogène doit vraiment se passer de manière fluide et pas vous replonger dans vos anciens démons. Il est important de se reconnecter à vos sensations, à votre corps en fait. Et selon votre histoire, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc pendant cette période, il est important d'être cool avec soi-même. Voilà, assurez-vous juste que vos desserts soient cétogènes et pour le reste, foutez-vous la paix, écoutez vos ressentis. Donc ça, c'était ma première mise en garde. Donc si vous êtes sujet ou avez été sujet aux troubles du comportement alimentaire, soyez cool et essayez pas de passer d'un extrême à un autre si c'est pas quelque chose que vous désirez ou que vous sentez spontané, quelque chose que vous êtes prêt à faire. Ne forcez pas les choses, ça peut être contre-productif. Ma deuxième mise en garde, elle va concerner les femmes en fait qui ont un cycle naturel. Les ressentis, les envies, les besoins vont changer tout au long du cycle. Et c'est tout à fait normal. C'est physiologique. Ulrich, justement, je lui ai demandé de faire un gros focus là-dessus dans Bonjour Keto parce que j'estimais que c'est un sujet qui n'était pas assez évoqué. On veut nous faire croire que les femmes sont comme les hommes. Et non, les femmes ne sont pas comme les hommes. Elles ont des variations hormonales qui vont avoir beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences, et notamment sur l'appétence pour certains goûts plus gras, plus sucrés. Donc il est normal, en fait, pendant quelques jours de votre cycle, d'avoir plus d'envie sucrée qu'à d'autres phases du cycle. Le but, là, c'est vraiment de faire la différence entre une envie qui peut être déclenchée par un stress. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle. Et puis un vrai besoin physiologique. Vous dites, là j'ai envie de manger des fruits, j'ai envie de manger... Voilà, essayez de faire le distinguo et essayez d'y répondre de manière adéquate. Voilà, donc juste pendant le cycle, soyez attentifs à ces différences de variation d'appétence pour le goût sucré. Petit flashback sur le marché des sucrants, parce qu'en disant clairement, le marché a largement évolué. Quant à nos débuts, en 2013, Ulrich a retourné tous les produits qui étaient disponibles en magasin pour décider lesquels on allait intégrer ou pas, lesquels étaient céto-compatibles. Croyez-moi, le choix, il était ultra limité. Ensuite, le régime cétogène a pris de l'essor. Les industriels du sucre s'y sont intéressés, bien entendu, pour répondre à la demande. Ils n'allaient pas perdre des clients, les laisser partir dans la nature sans rien. Ils se sont dit, on va leur proposer des choses à ces gens-là. Donc, le marché, grâce à ça, il a évolué. Le problème, c'est que justement, parmi cette offre qui s'est élargie, il y a du bon et il y a du moins bon.
Donc on va regarder tout ça en détail, on va retourner ensemble les étiquettes pour que vous soyez en mesure voilà, de les déchiffrer de manière autonome pendant votre shopping. Alors déjà, quels sucrants vont partir à la poubelle? Parce que faut bien retenir qu'on a en fait deux catégories de sucrants pour moi. Si on veut vraiment en faire deux grandes catégories, il y a ceux qui n'élèvent ni la glycémie ni l'insuline. Et puis on a ceux qui au contraire vont contenir de l'énergie, vont impacter et la glycémie et l'insuline. Donc vous avez bien compris que cette deuxième catégorie, on va la fuir en keto. Il y a des pièges parce que on va se retrouver avec des sucrants comme par exemple le xylitol, que je vous affiche, qui est estampillé avec un petit logo qui est marqué keto certifié, je crois, voilà, keto certifié. Sauf que pour nous, ils ne sont pas keto selon nos critères. Donc c'est un sujet qui est très long, qu'on a développé sur la Céto Academy, aussi dans Bonjour Keto de manière plus rapide, pour justement faire le tri sur tous les sucrants cétogènes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à bannir, et c'est bien de pouvoir les connaître. Donc il y a une liste assez complète justement dans la Céto Academy. Je vous invite à vous y plonger pour vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, les arnaques. Parce que bien sûr, avec le temps, quand les industriels ont compris qu'ils avaient une nouvelle manne, un nouveau marché à leur disposition, ils ne sont pas gênés, ils se sont dit, tiens, on va leur faire un petit mix, parce qu'ils ont quand même du sucre qu'ils veulent vous refourguer. Donc par exemple, je vous en ai pris deux exemples avec deux gammes de deux marques différentes. Donc on a celle de Béguincé, qu'ils ont appelée de mémoire légèreté et bien-être, je crois. Alors c'est des mélanges stevia, sucre de canne ou sucre blanc. Donc on a moins 50% de sucre. Ok, c'est bien. Mais c'est encore 50% de trop de sucre. Donc celle-ci, on va l'oublier. Après, on a la marque Canderel, qu'on connaît bien, qui a sorti la gamme Sugarly. Alors là, on a un sucralose qui arrive certes en pourcentage assez faible, parce qu'il est en dernier ingrédient, mais clairement, il faut le fuir à tout prix. Donc pour moi, ces deux gammes-là, ça n'a rien à faire dans votre placard cétogène, vous pouvez les oublier sur les étagères des supermarchés. Si on parle des sucrants cétogènes, il faut aussi élargir finalement tous les produits keto industriels au goût sucré. Pour illustrer justement ce que j'estime être un problème, je vais vous partager une petite anecdote personnelle et elle date puisque c'était en 2014, donc on avait déjà fait plusieurs voyages aux États-Unis et cette fois-là, c'était notre premier voyage aux États-Unis mais en mode cétogène. Donc forcément, on était comme des gosses, on a découvert les rayons qu'on n'avait jamais explorés, on a retourné toutes les étiquettes, découvert des produits qui étaient estampillés keto, qu'on n'avait absolument pas en France, on est en 2014 je rappelle. Et donc là, on était vraiment, c'était la frénésie pour nous, les shoppings, c'était vraiment la découverte de nouveaux produits qu'on n'avait pas en France. Et je vais vous prendre un bon exemple avec les célèbres bars Atkins. Je vous en affiche une que j'ai pris au hasard dans leur gamme. Alors je crois que c'est un truc qui ressemble grosso modo à un dupe de la célèbre barre Snickers. Et donc là on va regarder ensemble la liste d'ingrédients parce qu'elle est vraiment intéressante. Alors déjà elle est longue comme le bras, mais c'est surtout qu'on a deux sucrants et je les ai surlignés en jaune. Donc on a du polydextrose et du sucralose. C'est clairement des édulcorants qu'on vous déconseille. Donc en dehors des sucrants, je ne vais même pas vous faire la liste des autres produits, des autres ingrédients qui sont clairement à fuir, parce que là, c'est franchement pas jojo. Mais ça pour vous dire que vous avez pourtant un macaron keto-friendly, donc vous vous dites 3% de glucides nets, génial, c'est marqué keto, je vais en faire mon goûter. Si vous voulez faire du régime cétogène dans un objectif santé, je vous déconseille de consommer ces barres. Alors en plus, aujourd'hui, le souci, c'est que ces barres, on les trouve, ces barres et puis celles des concurrents, bien entendu, qui sont du même acabit, vous les trouvez aussi sur des sites français maintenant, parce qu'ils les font venir des États-Unis. Mais pour moi, c'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis du dirty keto. Alors en français, on dirait keto sale. Moi, j'aime bien dire keto cracra, c'est mon expression. Ça pour vous dire que voilà, c'est pas clean et ça n'a rien à faire dans votre placard ou dans votre quotidien cétogène. Donc oui, c'est marqué keto. Oui, ce n'est pas du sucre, mais non, ce n'est pas un objectif keto si vous voulez atteindre la pleine santé. Autre petit focus sur des produits light phares. Alors, on va parler de la sucrète et du Coca Light. Alors, c'est keto ou c'est pas keto ?
Alors, c'est clair, la composition des sucrètes Canderel, elle a changé, puisque l'aspartame a été remplacé par du sucralose, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est pas pour autant qu'elles doivent être dans votre quotidien cétogène. Elles sont à exclure. Juste pour la petite histoire, en fait, souvenez-vous que la société Canderel, qui a été créée en 79, a appartenu au groupe Monsanto de 85 à 2000. Donc là, clairement, on va dire, c'est une petite touche d'agrochimie dans votre expresso. Donc, on va oublier. Pour ce qui est du Coca Light, Ulrich vous l'a expliqué, c'est aussi quelque chose à éviter pour une santé intestinale, on va dire optimale, plus tous les effets indésirables qu'on a en effet collatéral. Donc je sais que ça peut être déroutant si comme moi, avant le keto, vous avez depuis toujours utilisé les sucrètes pour votre café, ou dans un yaourt. Combien de yaourts nature j'ai pu manger avec des sucrètes, je ne les compte même pas. Et si vous avez aussi bu des litres de coca depuis sa sortie, donc maintenant qui date, puisque c'était 1988. Je sais que, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile d'arrêter le Coca Light. Pour moi, je l'ai fait il y a quelques années et je peux vous dire que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que c'était une vraie addiction. Et les premiers temps ont été difficiles, mais franchement, les bienfaits physiques ont été immédiats. On peut d'ailleurs regarder sur les deux publicités que je viens de vous afficher, donc celle de Canderel et celle de Coca Light, du Coca Light à sa sortie, donc les deux datent de 88. On était en plein dans le règne de la calorie et de la mode des régimes hypocaloriques, puisque en fait les slogans, ils tournent tous autour de ça. On a donc pour Canderel le même goût sans calories, et puis pour Coca Light, moins d'une calorie par verre. Donc là, quand on sait aussi qu'une calorie n'est pas égale une calorie, on comprend que voilà, tout ça, on a fait fausse route. Bon, le principal, c'est de reprendre la bonne trajectoire et de savoir où on veut aller. Maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui allait sortir de vos placards, je vais être un peu plus cool et je vais vous dire ce que vous allez mettre à la place. Parce qu'on va s'intéresser aux sucrants qui, selon nous, ont toute leur place dans une alimentation et un mode de vie cétogène. Alors on va commencer bien entendu par le mélange, le célèbre dont je vous parle depuis toujours dans nos livres et voilà, c'est le mélange érythrétol stevia. Donc là c'est celui de Purvia, donc qui s'appelle Purvia Stevia 0 sucre, 0 calories. Donc ces produits-là, il y a deux marques qui en proposent et ils sont composés donc majoritairement d'érythrétol. L'avantage de l'érythrétol en fait c'est qu'il va apporter de la masse. Pour les recettes en fait, vous avez vraiment besoin de remplacer le volume de sucre. Il a un pouvoir sucrant plus faible que le sucre. Et donc, il a les inconvénients de ses avantages, c'est que du coup, il en faut plus, il en faut même trop pour remplacer le sucre. Et ça, on le déconseille, puisque on sait que ça peut avoir, chez certaines personnes, ça peut poser un problème de fermentation intestinale. Donc l'érythrétol, oui, mais en dose modérée. Ça sert à rien de mettre des tonnes d'érythrétol, comme le font par exemple les Américains. Ils adorent remplacer le sucre par juste de l'érythrétol, et donc c'est des quantités astronomiques. Donc déjà gustativement, ça sature les papilles. Et puis moi, je trouve personnellement que ça entretient vraiment l'addiction pour le goût sucré. Donc l'érythrétol pur, moi c'est non. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces mélanges, parce qu'on va l'associer donc à la stevia. Et la stevia, donc, elle a un pouvoir sucrant qui est vraiment puissant, ce qui va permettre de rehausser celui de l'érythrétol. Donc là, en fait, avec ce produit, on a simplement le meilleur des deux mondes, puisqu'on va avoir la masse de l'érythrétol, mais en moins grande quantité, puisqu'on va augmenter le pouvoir sucrant grâce à la stevia. C'est comme ça qu'en fait, au final, avec 50% de ce produit, on remplace l'équivalent à peu près de 100 grammes de sucre. Et pour moi, un autre avantage de taille, c'est que ça, vous le trouvez dans n'importe quel supermarché, en France, en Belgique, voilà. C'est vraiment très facile. C'est pour ça que moi, je l'utilise dans toutes les recettes que j'ai publiées en zone francophone. Il y a deux marques donc, qui le proposent en France. Donc Purvia, ça c'est la marque Walthers. Mais voilà, c'est sur le logo Purvia, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis on a aussi Daddy qui a sorti sa gamme qu'ils ont appelée donc Crystal Stevia. Je rappelle juste donc pour nos amis canadiens que le Purvia 0
s'appelait autrefois Truvia en France. Mais le nom a été gardé en fait pour le marché nord-américain. Donc par exemple, ça c'est celui que moi je peux acheter aux États-Unis, mais il est disponible aussi au Canada. Donc le Truvia, c'est voilà, le correspondant du mélange érythritol stevia en zone nord-américaine. Après, en dehors de cette option que je favorise vraiment dans mes recettes, et parce que voilà, il est très facile à trouver, il existe d'autres sucrants cétocompatibles qui sont tout à fait sains. Donc on a par exemple le monk fruit, le fruit monk ou fruit des moines. Tous les termes cohabitent, ça va dépendre un petit peu des régions où vous vous trouvez. On le trouve très souvent associé. Donc là, par exemple, c'est un mélange que moi je trouve aux États-Unis. Il est associé avec là, par exemple, de l'érythritol, mais ça peut être très bien de la stevia. J'ai aussi des mélanges monk allulose aux États-Unis. Donc voilà, monk fruit, c'est une option tout à fait saine. Ensuite, on a la stevia glycérite. Alors ça, franchement, si vous ne pouvez pas vous passer de sucre dans votre café ou de sucre dans votre yaourt, franchement, essayez la stevia glycérite, c'est juste génial. Il faut juste quelques gouttes, c'est super puissant. Le goût est identique au sucre, donc les enfants, par exemple, ils voient que du feu. Pour eux, c'est comme un sirop de sucre. Et c'est elle, en fait, que je vous propose en alternative dans les recettes en version avancée de Bonjour Keto. Donc, par exemple, dans les recettes du ketchup, pour la baguette épi, quoi d'autre encore, le pain fait maison, que ce soit oui, le pain fait maison, et puis pour les desserts, bien entendu, les douceurs type rocher chocolat ou la collection gourmande de mince pain où je vous ai fait des ateliers à faire avec les enfants. Donc voilà, dans toutes ces recettes avancées, j'ai des alternatives au Purvia en vous donnant les quantités de stevia glycérite. Voilà. Bien entendu, toutes les recettes, je rappelle, que je vais vous mentionner, vous aurez les références, les pages, si c'est sur un livre, et sur le site internet, si c'est sur Eat Fat to Be Fit, dans l'article qui sera en barre de description. Donc voilà, n'hésitez pas à glisser le petit flacon de stevia glycérite dans votre sac à main pour le dégainer au restaurant au moment du café ou au moment du fromage blanc si vous voulez avoir un dessert comme les autres et que vous avez encore besoin d'un petit peu de sucre dans votre yaourt. Alors on va parler d'avenir aujourd'hui, on va parler de l'allulose. Cette petite poudre magique, on vous en parle depuis 2017 et on l'utilise nous-mêmes aussi donc depuis 2017. D'ailleurs, pour le prouver, je vous ai retrouvé un paquet qui est aujourd'hui collector. C'est un paquet d'allulose de la marque Now. Et pourquoi il est collector ? Parce qu'en fait, cette marque, elle n'existe plus aujourd'hui. C'était une marque qui avait été fondée par Peter Attia, pour ceux qui le connaissent. Et elle a disparu entre-temps. Donc ce paquet d'allulose est devenu collector. Malheureusement, depuis 2017, on pensait que les choses allaient évoluer avec Ulrich, clairement. On était optimiste. Et puis, voilà, on s'était dit, on a besoin de l'acheter à l'étranger, tout ça, très bien. Mais un jour, il va être disponible en France. Malheureusement, les autorisations européennes ne sont toujours pas là en 2024. Donc vous pouvez en acheter à l'étranger. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que vous n'ayez pas un risque de saisie au passage en douane en Europe. Donc je ne vais pas vous pousser à prendre des risques. Voilà, vous savez ce qu'il en est. Maintenant, c'est à chacun de décider s'il veut ou pas en commander. Nous, on avait nos options parce qu'on voyageait assez souvent aux États-Unis. Mais voilà, si ce n'est pas votre cas, ça reste compliqué aujourd'hui. Mais alors, moi, ce que je voudrais expliquer, c'est pourquoi cette allulose, c'est la révolution dans le monde du keto. Parce que, bon, ça, c'est celui que je trouve aujourd'hui voilà, aux États-Unis. Il y a plein de marques. J'aime beaucoup cette marque Anthony's parce qu'ils ont beaucoup de produits bruts qui sont assez clean et tout ça. Donc, ils ont de l'allulose maintenant. Mais bon, il y a vraiment plein d'autres marques. Tous des grandes marques sucrières ont aussi leur allulose puisque, voilà, c'est fabriqué sur les mêmes sites. Mais pourquoi, voilà, c'est la révolution, en fait, simplement parce que c'est le seul sucrant cétocompatible qui caramélise. Clairement, que ce soit pour faire un caramel liquide, que ce soit pour faire certaines pâtisseries, il est juste unique de ce point de vue-là. Voilà. Par contre, il a un inconvénient. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Et en fait, c'est en creusant les études scientifiques et tout l'aspect moléculaire, en fait, qu'on s'en est rendu compte. C'est qu'en fait, l'allulose ne cristallise pas.
Alors vous allez me dire, on s'en fiche. Bah non, pour certaines recettes, on s'en fiche pas. Et justement, on va le voir avec un exemple un petit peu après, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de recettes de dessert où en fait le fait qu'il ne cristallise pas va poser problème. Par contre, pour d'autres, le fait qu'il caramélise, alors là, c'est la révolution et c'est juste extraordinaire, c'est magique. Ce qui signifie que pour moi, dans mon travail, l'allulose, c'est 2 salles, 2 ambiances. Vous allez me demander pourquoi j'ai pas publié en fait de recettes à l'allulose dans Bonjour Keto. En fait, c'est très simple. En 2020, quand j'ai commencé à rédiger, donc tout début 2020, quand j'ai commencé à rédiger Bonjour Keto, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je devais intégrer les recettes que j'avais déjà créées à l'allulose? Parce que voilà, ça faisait déjà 3 ans que je l'utilisais. Vous imaginez bien que j'avais des recettes dans mon grimoire avec de l'allulose et qui étaient vraiment superbes. Je pensais que le Canada et l'Europe allaient finir par donner les autorisations pour l'allulose. Les mois, les années passant, j'ai dû admettre que le retard, en fait, il ne serait pas comblé d'ici la sortie de Bonjour Keto. Et donc, j'ai pas voulu vous tenter avec des recettes que vous ne pourriez pas réaliser parce que le sucrant n'était pas à votre disposition dans votre zone géographique. Donc, j'estime qu'en plus, le temps m'a donné raison puisque 2024, c'est toujours pas disponible. On attend toujours les autorisations. Donc, pour la zone francophone, la l'allulose, pour moi, c'est non. Je ne peux pas me permettre de vous tenter, de vous proposer des super recettes et puis que derrière, vous ne puissiez pas les réaliser parce que vous ne pouvez pas avoir cette allulose. Par contre, quand je travaille pour la zone anglophone, donc comme ici, quand je crée mes cours de cuisine aux États-Unis, je recalibre tout ou je crée tout à partir de l'allulose. Donc juste quelques exemples en fait avec mes supports de cours pour mes élèves. J'ai des recettes de congolais, de coulant, de croque-monsieur, de crème brûlée. Vraiment, croyez-moi, le retard européen, il est très très frustrant pour moi quand je travaille pour les francophones, pour vous en fait qui m'écoutez. Donc j'en suis désolée, mais voilà, 2 salles, 2 ambiances et j'espère qu'un jour ça sera résolu parce que franchement c'est très très bête. Juste une mise en garde pour ceux qui auraient mis la main sur de l'allulose ou qui sont aux États-Unis, au Canada ou je ne sais où, qui ont de l'allulose à la maison. Une mise en garde amicale, l'allulose, ça s'apprivoise. C'est-à-dire qu'en dehors de la quantité qui va être à revoir, à recalibrer par rapport au Purvia, parce que c'est pas le même pouvoir sucrant, il va aussi falloir recalibrer les temps et températures de cuisson. Donc, quantité, temps, température de cuisson, tout ça, c'est à revoir. L'allulose, vraiment, il réagit différemment. Il donne des super résultats, mais clairement, c'est pas en superposant les recettes avec du Purvia que vous allez obtenir la recette parfaite avec l'allulose. Il va falloir la retravailler. Donc je pense que maintenant vous avez compris que chaque sucrant cétogène a un peu ses spécificités moléculaires, son pouvoir sucrant, et que donc on ne peut pas les intervertir comme ça, un pour un, ça ne va pas marcher. Vous allez vous retrouver soit avec des desserts trop sucrés, soit avec des desserts trop peu sucrés. Et en plus de ça, on a des recettes qui sont très particulières. Un bon exemple, c'est clairement la crème brûlée et sa croûte craquante légendaire. Comme vous l'avez vu juste avant, donc je la propose justement, cette crème brûlée, dans mes cours de cuisine cétogène aux États-Unis. On va justement regarder ensemble mon travail, ça c'est mon travail de recherche et développement que vous ne voyez jamais, mais qui est le plus gros de mon travail en fait quand je travaille sur les recettes. C'est de trouver les bons dosages, les bons ingrédients, et notamment pour la croûte de la crème brûlée. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait de nombreux essais avec différents sucrants que j'ai tous passés au chalumeau pour déterminer en fait le sucrant optimal, que ce soit en termes de texture, donc pour avoir cette croûte craquante, mais aussi en termes de goût. Et donc là, je vais vous montrer 2 exemples de foirage de 2 essais. Donc on a un avant et un après chalumeau. Donc sur la moitié gauche de la crème brûlée, j'ai fait un essai avec l'allulose. Comme vous le voyez, une fois passé au chalumeau, vous allez avoir un caramel en fait qui va rester liquide. Donc pour avoir une croûte craquante, vous oubliez, c'est même pas la peine. Même en le passant des heures au réfrigérateur, la croûte elle ne prendra jamais. Vous aurez toujours un caramel liquide. Donc pour une crème aux œufs et faire un caramel dessus, c'est top. Mais alors pour une crème brûlée, c'est pas du tout ça qu'on cherche. Donc après sur le côté droit, j'ai fait un essai donc avec le fameux Purvia. Donc là j'ai pris la version américaine, donc le Truvia. Et donc là, une fois passé au chalumeau, j'ai eu un problème en fait, c'est que ma croûte, elle est devenue
très blanchâtre, mais ça fait un peu comme un verre opaque blanc. Et donc ça déjà, visuellement, le dupe avec la crème brûlée et sa croûte, ça fonctionnait pas. Mais en plus, on a un goût qui est vraiment très très écœurant, c'est immangeable. Franchement, c'est juste immangeable. Donc j'ai fait, ça c'est c'est 2 essais parmi un paquet. La solution pour la crème brûlée, j'ai fini par la trouver. Malheureusement, c'est pas avec un produit qui est disponible en France. Donc voilà, on va passer au sujet suivant. Pour la partie art de vivre, j'ai eu envie qu'on parle ensemble des livres de recettes. Alors, si ça peut vous rassurer, dans mes débuts, je suis aussi tombée dans les pièges des livres de recettes sans sucre. Alors, j'ai un super exemple. J'ai retrouvé la photo de ce livre qui s'appelait La pâtisserie pour diabétiques, c'est permis. Alors, je ne l'ai pas retrouvé physiquement, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je pense qu'il devait caler certainement un meuble quand on était en France. Et je pense qu'en partant de France, j'ai dû me dire, et par la poubelle, je ne vais pas payer des ménageurs pour qu'ils me trimballent ça à travers l'Atlantique. Donc, je l'ai plus en vrai. Mais j'en ai un très bon souvenir parce qu'à ce moment-là, je me souviens que ma naïveté en avait pris un coup. Puisque je m'étais dit, c'est un livre pour diabétiques, pâtisserie pour diabétiques, c'est permis. Je me suis dit, génial, ils ont pensé à faire des choses cétogènes pour que les gens qui sont diabétiques puissent éventuellement se faire plaisir et inverser en fait leur diabète. Ça, c'était mon côté naïf. Maintenant que vous avez entendu Ulrich vous parler de l'ADA, l'association de diabétiques américains, qui sont à l'origine des recommandations officielles pour ces malades, vous avez compris qu'en fait, elles sont là pour les recommandations servir les dealers d'insuline. Et comme tout dealer, il n'est pas là pour vous décrocher de sa Blue Magic. Le but, c'est que vous continuez à plébisciter son produit et en réclamer encore et encore. Donc là, on avait un super livre de recettes soi-disant pour diabétiques, et dedans, c'était bourré de farine et d'édulcorants clairement, mais alors catastrophiques. Vraiment des trucs que je n'ai jamais acheté de ma vie et que je vous déconseille, vraiment je vous interdis d'acheter ces sucrants dans le cadre d'une alimentation cétogène propre. C'est ça, rien à faire là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu le piège, il faut des fois ouvrir le livre pour aller voir exactement comment sont rédigées ces recettes, parce que les éditeurs, les auteurs utilisent très souvent le terme sans sucre pour dire en fait sans sucre ajouté. Alors certains vont me dire oui c'est une nuance, et sauf que non, pour moi c'est malhonnête et on n'est pas dans la nuance en fait. Ça n'en est pas une. Parce que clairement on a autant de farine et après en fait on va nous mettre des options soit avec des édulcorants catastrophiques dont je viens de vous parler pour la pâtisserie pour diabétiques. Ou alors, après, on a aussi eu la mode, parce que c'est un petit peu la mode, des recettes sans sucre à un moment donné, et certains chefs pâtissiers, dont certains pour lesquels j'ai vraiment un immense respect, comme Philippe Conticini, qui est vraiment une personne, un chef passionné, généreux, talentueux, enfin vraiment, c'est quelqu'un que, pour l'avoir rencontré, que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, il avait fait ce livre qui s'appelait Gâteau et gourmandise sans sucre. Il avait remplacé en fait le sucre par des réductions de fruits. Mais les farines, par exemple, aussi coulaient encore à flot. Donc tout ça, en fait, mis bout à bout, ça ne change rien. En fait, l'impact sur la glycémie ne change pas. Vous allez toujours avoir ces pics. Ça reste riche en glucides. Après, on a aussi d'autres auteurs santé qui vont nous proposer alors du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave, du sucre de coco. Enfin, vous savez, tous les sucres qu'on vous estampille, sucre santé. Il n'y a pas de sucre santé. Enfin, voilà, c'est autre chose. Donc, tout ça, une fois dans la circulation sanguine, ça ne fait pas de différence avec le sucre. On a eu aussi l'indice, la grande mode des recettes IGBA. C'est faux, c'est dépassé scientifiquement, je ne sais pas combien de fois il va falloir qu'on le dise. Le problème, en fait, c'est que ça se vend bien. Ça se vend bien grâce à une presse qui connaît que dalle. Et donc, ils vont sortir ça, avant l'été, les recettes santé pour, sans sucre, gna gna. Au final, ça ne changera rien pour vos pathologies, on n'est pas dans du cétogène. Donc et on a aussi une dernière mode depuis 2 ans à peu près, avec toute une série de livres de recettes sans sucre. Farine encore à gogo, on a des sucres santé, enfin on n'est pas sur des livres de recettes cétogènes. Donc clairement, ouvrez l'œil, soyez vigilants et vous ne faites pas avoir, ou alors comme moi, faites-vous avoir une fois et puis vous allez retenir la leçon. Pour le shopping de la semaine, je ne pouvais pas ne pas placer la stevia, la stevia glycérite.
Donc, très facile à se procurer. Vous la procurez sur iHerb en grand flacon ou en petit flacon. Quelques gouttes suffisent. Donc, franchement, les flacons, ils durent vraiment très longtemps. Ça coûte rien. Le petit flacon doit valoir quelque chose comme 8 euros. Le gros 22. Alors, comme vous pouvez voir, le petit flacon, chez moi, il a vécu parce qu'en fait, je l'ai acheté une fois et maintenant, en fait, je le remplis avec le grand. Donc, super économique puisque, voilà, le petit... Et le grand, le grand, il n'y a pas besoin de le dévisser, vous allez remplir. Mais voilà, le petit se dévisse, donc très facile pour le remplir et repartir, rempli avec le grand. Tout ça pour vous dire que, oui, attention par contre, ne la confondez pas avec la stevia liquide pure que vous allez trouver très souvent en magasin bio, en France notamment, je sais que je la voyais très souvent, ce ne sont pas les mêmes produits, voilà. Donc stevia glycérite, là aussi vous aurez le lien dans la barre de description si vous souhaitez y passer. Franchement pour moi, il faut vraiment l'avoir chez soi, c'est génial. Bien sûr, j'en profite pour préciser que nous ne sommes sponsorisés par personne, c'est des recommandations personnelles. Voilà, j'ai pas d'intérêt à ce que vous ayez de la stevia glycérite dans votre sac à main ou votre placard, à part juste pour votre bonheur, j'en serais très heureuse. Maintenant, on va passer aux recettes de saison avec quelques inspirations. J'ai fait 2 catégories. Donc une catégorie rapide, on va dire plus pour la semaine quand on est un peu speed. Et puis une catégorie plus pour le week-end. Donc on commence par les recettes rapides de saison. Donc là on est fin avril. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement se préparer rapidement en cétogène? Voilà. Donc on a les croquettes de la mer. Alors ça, c'est quelque chose que j'adorais faire quand je travaillais au bureau. Le soir, j'avais pas le temps. J'avais toujours une boîte en stock, soit de sardines, de maquereaux, de thon, parce qu'en fait, les croquettes de la mer, elles fonctionnent à peu près avec tous les poissons en boîte. Donc avoir une boîte de poissons, c'est une boîte de conserve, c'est vraiment rien de plus pratique dans les placards. Ça peut se garder longtemps. Donc voilà, croquettes de la mer, très sympa, avec une petite mayonnaise. Génial. Ensuite, le bar à tartines que j'ai présenté donc dans Bonjour Keto. Simplement, vous faites votre pain le week-end et puis le lundi soir, pouf, les tartines avec ce que vous avez dans le fond du frigo ou ce que vous avez prévu. Là, je vous ai mis des exemples. Il y a du saumon, il y a de l'avocat, il y a de l'omelette, il y a aussi les desserts. Donc, je pense que sous les fraises, me connaissant, j'ai dû mettre du cottage cheese. Et puis aussi, voilà, selon la saison, vous pouvez rajouter, bon là c'est un petit peu tôt, tomate mozzarella ou du jambon de Parme avec un fromage, roquefort, par exemple gorgonzola, c'est très sympa. Voilà, donc beurre à tartine, salé, sucré, ça matche bien. Ensuite, on a quelque chose de très rapide, la frittata. Donc là, c'est une version épinard mozzarella, c'est hyper rapide à faire. Vous le mangez à la sortie du four, on n'en parle plus, on a un super dîner. On a ensuite les schnitzel. Donc là, vous pouvez les faire un petit peu avec les viandes que vous avez sous le coude. Il faut des escalopes qui soient assez fines. Vous pouvez faire ça avec du porc, vous pouvez faire ça avec du veau, vous pouvez faire ça avec plutôt de la dinde ou poulet. Puis vous le mettez avec du coleslaw, du chou rouge à la cannelle. Ah ouais, c'est excellent. Chou rouge cannelle avec ça, j'adore. Ensuite, pour aller sur du poisson, vous pouvez faire une recette que vous adorez, qui est sur le site, gratuitement. C'est le cabillaud en croûte de chorizo noisette. Alors ça, vous pouvez le préparer un peu en avance, vous le laissez au frigo et vous le sortez juste au moment de le passer au four, juste avant de manger. C'est un terre-mer vraiment délicieux. Autre repas petit assez rapide, c'est les roulés jambon poireau, Pont-l'Évêque. Alors par contre, on est sur la fin du poireau là, quand même fin avril, donc tardez pas si c'est une recette qui vous plaît. Elle est aussi sur le site internet. Et puis bien entendu, les asperges, on est en plein dans la saison, il y a tellement de choses à faire, mais franchement, si elles sont bonnes, nature, avec une sauce blanche, ail et fines herbes, c'est juste un délice. Vous pouvez les faire chaudes, vous pouvez les faire froides. Moi j'aime bien les deux, ça dépend un petit peu de la météo, et plus on avance dans la saison, plus je les préfère froides. Mais c'est tout à fait personnel. Vous mettez du jambon blanc avec, un peu de pain, cétogène. Puis franchement, vous avez un dîner léger. C'est hyper rapide et franchement, c'est 2 saisons, c'est frais. Faites-vous plaisir. Et puis un petit dessert ou un petit goûter, un petit déjeuner avec les enfants. On va partir sur le citron avec un cake citron pavot.
qui est donc dans Bonjour Keto. Voilà, pour ceux qui veulent une petite douceur. Et puis maintenant, on va passer aux recettes pour le week-end. Donc des plats plus élaborés, on va dire. On va commencer avec une recette que j'aime beaucoup parce que je suis une grande fan des fleurs de courgettes. On va rentrer dans la saison, on y est déjà même. Alors, soit vous en avez au jardin et là, vous avez beaucoup de chance et je vous en mets un petit peu. Sinon, vous pouvez en trouver souvent chez votre primeur ou voir lui commander s'il ne les a pas. Demandez-lui s'il ne peut pas vous en trouver à Rungis. Et puis, de mémoire, quand on était en France, je sais que j'en voyais de temps en temps aussi dans le rayon des fleurs comestibles des magasins Grand Frais. Je ne sais pas si, pour les Français, ça va peut-être vous parler. Donc voilà, vous pouvez en trouver, je pense, maintenant c'est assez courant. Avant, c'était un petit peu plus élitiste. Maintenant, fleurs de courgettes, franchement, on en trouve assez facilement. Et donc moi j'adore les manger farcis. Je vous ai proposé une recette avec un pas à pas dans Bonjour Keto. C'est une version ricotta et jambon de Parme. Franchement gratiné au four, c'est une tuerie. Ensuite un grand classique que vous aimez beaucoup, la blanquette de la mer. Donc c'est un mélange poireau, saumon. Donc là, grand classique qui plaît aux petits et aux grands, je précise, parce que c'est vraiment très doux, la sauce est excellente. Après, pour le dimanche, quand vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour préparer un truc un peu plus élaboré, on a le couscous royal. Dépêchez-vous aussi là, parce qu'on est plutôt sur la fin de saison du chou-fleur, donc tardez pas trop. Mais voilà, avec les viandes qui vous plaisent, moi j'ai mis chipot, merguez, cuisse de poulet, puis un petit peu de légumes, on va avoir de la courgette, on va avoir un petit peu de carottes, un petit peu, on va pas être religieux. Et puis un bon bouillon, ça c'est terrible pour le dimanche, j'adore. Aussi quelque chose de saison avec les asperges. On va avoir un risotto rose, crémeux, asperges poulet. Donc il est rose parce qu'en fait il est à base de radis et un autre ingrédient magique qui va vous permettre de retrouver la texture du risotto avec ce légume. Et puis en dernier, un classique du dimanche, le poulet farci. Donc là, il est farci gorgonzola et noix. Il suffit simplement de l'accompagner avec des haricots verts. Et le tour est joué. Vous avez un repas céto simple, convivial, où personne ne vous demandera « Est-ce que c'est céto ?» Ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Ensuite, on va passer sur les desserts. Donc les desserts printaniers, bien sûr, on va penser à la fraise en premier. Je peux pas ne pas vous parler de la recette chouchoute à la fraise qui est sur le site. Celle-ci, elle bluffe tout le monde. Les non keto à chaque fois, me disent c'est incroyable. Et vous êtes tous à me faire le même retour. Je l'ai fait manger à ma tante ou je ne sais qui était non keto, qui m'a dit c'est trop bon. Et personne n'a rien deviné. Donc c'est l'amandier façon cheesecake aux fraises. Alors bien entendu, vous adaptez aussi si vous avez d'autres fruits de saison. Par exemple, en ce moment, on est aussi sur, on va rentrer dans la saison de la rhubarbe. Pourquoi pas remplacer les fraises par de la rhubarbe, c'est tout aussi bon. Ulrich l'aime beaucoup, qui est un fan de myrtille, il aime bien aussi quand je fais des versions à la myrtille, quand c'est la saison de la myrtille. Donc voilà, amusez-vous avec cette recette, elle est vraiment assez souple au niveau du fruit. Ensuite, on a quelque chose de graphique pour le week-end, c'est les petits pots du jardinier. Donc là, on a une croûte de pâte, on a un lit au niveau du pot qui est une pâte sablée qui est remplie ensuite de mousse au chocolat, il y a un petit crumble dessus, donc on a un joli jeu de texture avec une petite fraise dessus, très sympa, pâte, mousse, crumble, terrible. Et puis pour ceux qui n'auraient pas envie de fraises, je peux comprendre, il y en a qui n'aiment pas la fraise, pourquoi pas se laisser tenter en fait avec la tarte exotique. Donc celle-ci c'est noix de coco et fruits de la passion. Elle est vraiment très simple à faire, rapide, et ce que j'aime c'est que c'est frais et c'est gourmand. Franchement la dégustation c'est un vrai bonheur. Alors on va passer à la rubrique avis lecteurs, puisque vous savez j'aime mettre en avant vos avis, tous ceux que vous déposez sur tous les sites de vente en ligne. Je vous remercie tous vraiment de faire ce geste parce que c'est vraiment un vrai bonheur pour nous. Et en plus ce mois-ci, c'est un mois anniversaire puisque le bébé Bonjour Keto vient de fêter ses 2 ans il y a quelques jours. Et pour ça, on va découvrir un nouvel avis justement qui le concerne. C'est un avis que nous avons reçu sur la Fnac. Je vais vous le lire. Absolument complet, très bien documenté, toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur l'alimentation cétogène.
quand on ne sait pas par où commencer ou que l'on a essayé sans résultat. Les nombreuses recettes sont à la portée de tous, pas d'ingrédients exotiques introuvables. Même si l'on n'a pas l'habitude de cuisiner, très nombreux pas à pas clairs, précis, illustrés et adaptés à la vie de tous les jours. De plus, un lien offert avec le livre permet de recevoir une newsletter complémentaire et riche d'enseignements. Et ce qui ne gâche rien, ce livre est beau, donne envie de s'y mettre, le consulter est un plaisir. Merci Michel. Alors cet avis va m'offrir l'opportunité de rebondir sur un point que beaucoup d'entre vous n'a pas vu. En fait, dans Bonjour Keto, en page 427, que je vais vous retrouver tout de suite, voilà, je vous ai glissé une petite surprise. Je sais que beaucoup ne l'ont pas vu parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on dit « Ah bon ?» Alors, je sais que moi, j'ai une façon de consulter les livres quand je les achète qui est assez peut-être personnelle, mais en fait, j'aime bien feuilleter en entier le livre pour m'imprégner en fait de sa structure. Et donc, typiquement, moi, je me suis dit « Mais tout le monde va le voir, ce bonus. » Eh ben non, en fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir vu qu'il y avait un bonus à la fin de Bonjour Keto. Et vous avez en fait un lien qui est indiqué et il suffit en fait de s'y rendre sur ce lien internet pour recevoir ensuite des emails bonus qui va comprendre des recettes, des astuces. Mais comme je ne veux pas spoiler, ou pour nos amis québécois qui ne vont pas vouloir de ce terme, je ne veux pas divulgacher la surprise, je vous en dis pas plus. Alors voilà, j'espère que ce dossier sucrant vous aura démontré que vivre cétogène, c'est simple, c'est facile, quand on a les bonnes informations en main. Alors voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode déjà du Keto le journal. Si le programme vous a plu, surtout abonnez-vous à notre chaîne et puis partagez nos vidéos. Merci à tous pour votre soutien. Merci aux membres d'Eat Fat to Be Fit d'être là depuis nos débuts et de nous soutenir dans notre travail. Et une nouvelle fois, si vous voulez retrouver vraiment le cœur de notre travail, nos recettes, nos articles, la Ceto Academy, etc., c'est sur eatfattobefit.com, notre site principal, où ça se passe. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis on leur dit à très bientôt, peut-être pour un troisième ou pas journal cétogène. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao. Eh oui, je suis désolé, mais finalement, c'est moi qui vais faire la partie cuisine. Alors, coupé, on la refait.